officielle qui sert dans la procédure de modification ou la procédure spécifique pour le biotram. Et nous avons donc un enregistrement de l'ensemble des propos qui seront évoqués, soit oralement, soit par écrit, puisque on va privilégier le chat écrit de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent poser leurs questions s'ils en ont à poser, puisque par oral, c'est toujours un peu plus long et on risque de déraper en temps. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est un PLU. Alors d'abord, je me présente parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Je suis Francis Vercamer, je suis vice-président en charge de la planification et de la stratégie d'aménagement du territoire. Et à ce titre, je suis celui qui porte les procédures de PLU, donc de plan local de l'urbanisme. Pour vous rappeler qu'un PLU, c'est d'abord un projet de territoire qui est partagé, c'est-à-dire un projet de territoire pour lequel nous avons un certain nombre de procédures qui permettent de discuter avec nos partenaires qui sont bien sûr les communes, mais également un certain nombre de partenaires tels les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, euh, l'État bien sûr, les autres collectivités territoriales telles que le département ou la région. Ça peut être également l'État belge, puisque nous sommes en frontalier. C'est également un certain nombre d'administrations du type la SNCF ou d'autres qui peuvent donner un avis sur ce PLU, compte tenu que ce PLU a un impact sur leurs propres activités. Et puis c'est aussi un document que tout le monde connaît, puisque c'est celui qui est le document d'urbanisme qui sert de référence au permis de construire ou ce qu'on appelle autorisation d'urbanisme. On l'utilise notamment pour les permis de construire, ça peut être aussi pour d'autres outils tels que le permis d'aménager ou les déclarations préalables. Alors, il se présente avec un certain nombre de documents, ce sont des documents qui sont assez volumineux parfois, un rapport de présentation qui présente en gros l'état des lieux, les grands enjeux, un deuxième qui est le projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet d'aménagement et de développement durable, c'est en gros le projet de territoire, ce on envisage de faire dans les années à venir. Donc le premier présente plutôt l'état des lieux, l'histoire, hein, comment où on se trouve, comment a évolué le territoire, et le deuxième donc présente comment on veut le faire évoluer. Et puis c'est bien sûr agrémenté de cartes, de zonage, que souvent les habitants connaissent, puisque c'est ce qui sert souvent de référence pour les autorisations d'urbanisme. Donc il y a un zonage et des règlements, alors, règlements qui sont différents selon les zonages dans lesquels le projet se trouve. Et puis enfin, des orientations d'aménagement et de programmation sont des grandes orientations pour des projets d'aménagement assez lourds qui permettent de définir en gros les objectifs que l'on se fixe sur un certain nombre de secteurs à développer. Alors, ce PLU n'est pas un document qui est créé ex nihilo par la métropole européenne de Lille. D'abord, il s'inscrit dans un contexte législatif plutôt mouvant, hein, puisqu'il évolue assez fortement sur les dernières années. Un certain nombre de lois sont intervenues entre 2010 et 2021, et il y en aura sûrement d'autres encore qui vont éclore dans les années qui viennent. D'abord, sur ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement jusqu'à la loi climat résilience, c'est la dernière grande loi qui est sortie et qui ont tout un pan de la loi qui touche à l'urbanisme. Ça a impacté notamment euh, les choix de développement en matière environnementale, c'est-à-dire notamment sur la biodiversité, sur les zones humides, sur la préservation des zones agricoles, sur la réduction, bien sûr, de l'étalement urbain. Vous avez sûrement déjà entendu parler du ZAN, le zéro artificialisation nette, hein, qui est la dernière euh, définition qu'on a trouvée dans la loi climat résilience, hein, et qui risque aussi d'évoluer, parce qu'il y a beaucoup de discussions actuellement au Parlement pour regarder comment cette loi peut évoluer. Voilà, donc l'ensemble de ces lois ont plutôt privilégié, bien sûr, la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Et bien sûr, nous devons bien sûr les prendre en compte dans le PLU. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu une révision de PLU, ce qu'on a appelé le PLU 3, qui a été
approuvé et publié dernièrement. Il a été approuvé en juin 2024, donc c'est assez récent, et mis en œuvre à partir du mois d'octobre dernier. Et donc, il est assez récent. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on a une modification. Alors, d'abord, pourquoi on a fait un PLU3? D'abord, parce que il y avait un certain nombre de données qui évoluaient. On avait la métropole européenne de Lille avait accueilli 2 communautés de communes, la communauté de communes des WEP et celle de la Haute-Deule, 10 communes qui avaient leur propre PLU. Et comme nous étions une métropole, vous savez que la loi oblige les métropoles à avoir un seul PLU sur son territoire. Et donc, nous avons modifié notre PLU 2 en PLU 3 pour intégrer l'ensemble de ces 10 communes et d'avoir un PLU commun sur ces 95 communes. La deuxième raison, c'est que le PLU2 avait quand même un certain nombre d'années et surtout il y avait des choses, la loi avait évolué, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Alors, quelles sont les orientations de ce PLU, de ce PLU3 qui a été approuvé ici au mois de au mois de juin dernier et mis en œuvre au mois d'octobre dernier? D'abord, la première orientation, c'est que le PLU voulait créer une métropole, ou pas créer, mais euh, comment dirais-je, renforcer la solidarité à l'intérieur de notre métropole européenne de Lille. D'abord pour les 10 communes qui venaient d'arriver, et donc qui avaient leur PLU, propre PLU, pour pouvoir répondre aux demandes de logement. Vous savez qu'on a beaucoup de demandes de logement qui sont non satisfaites sur le territoire, et on a estimé qu'il fallait en gros 6200 logements par an à construire, plus un certain nombre de logements à rénover ou à réhabiliter pour être dans le cadre des normes qui ont été édictées soit par la loi climat et résilience, soit par les arrêtés ou les décrets qui ont suivi cette loi. Et donc, on estime 82 000 logements anciens sur donc 8 200 logements par an, hein, puisqu'on estime qu'un PLU, c'est 10 ans. Euh, et donc, on estime 6 200 logements neufs par an, 8 200 logements anciens rénovés par an, et on estime une création de 4 000 emplois par an sur 10 ans, donc 40 000 emplois sur 10 ans à créer, tout en, bien sûr, travaillant sur une amélioration du cadre de vie. Vous verrez dans les deux autres orientations majeures, respecter, bien sûr, la diversité des territoires, parce que nous avons un territoire qui est très divers, avec des zones très rurales et des zones très urbaines. Pour cela, on a bien sûr privilégié le renouvellement urbain, puisque 4/5 des besoins de logement sont faits, ce qu'on appelle en renouvellement urbain. Donc, en renouvellement urbain, sur des friches industrielles, sur des terrains déjà constructibles ou construits, qui sont, comment dirais-je, qui sont renouvelés vers de l'habitat. Et le développement économique est fait aux 2 tiers sur le renouvellement urbain. Donc, vous voyez, 1/5 du développement de l'habitat est fait sur l'extension urbaine et 1 tiers du développement économique sur de l'extension urbaine. Tout le reste est fait en intramuros sur des terrains déjà existants ou sur des friches à traiter. Et bien sûr, notre projet doit travailler bien sûr sur la mixité sociale et fonctionnelle. Et en gros, éviter que les gens se déplacent et donc trouver de l'activité et comment dirais-je, du commerce à proximité, éviter les grandes zones commerciales comme on a fait dans le passé. Donc remettre du commerce en cœur de ville, remettre du service en cœur de ville, c'est ce qu'on appelle de la mixité sociale et fonctionnelle. Remettre de la densité auprès des axes structurants, les grands axes de transport qui sont en cours de création, et vous verrez que c'est un des objets de la modification, de regarder comment on peut s'assurer que les habitants prennent les transports en commun qui sont créés, et bien sûr travailler sur la mobilité. Le deuxième grand axe de ce PLU, c'est travailler sur l'attractivité de la métropole. Nous sommes la capitale régionale de la région, reconnue comme telle dans le schéma de cohérence territoriale, reconnue comme telle dans le schéma régional de développement porté par la région. Et donc, il est important que nous portions ce rôle, cette mission de capitale régionale, avec un territoire notamment d'innovation, innovation dans la mobilité, innovation dans la qualité environnementale, innovation dans la performance énergétique, bien évidemment. Bien sûr aussi dans les services régionaux
ou en tout cas d'une partie de la région. On a chez nous le siège de la, de la région, par exemple. C'est un, un outil qui est à l'échelle de la région. Ce PLU doit aussi travailler sur les filières économiques, hein, les filières modernes, les filières d'avenir, et doit mettre en œuvre le plan climat et énergie que la MEL a voté il y a 3 ans maintenant, je pense, ou 3 ans, je ne sais pas la date exacte, mais 3 ou 4 ans, doit le mettre en œuvre dans ce qui concerne son urbanisme, notamment par exemple les réseaux de chaleur. C'est un des plans une des parties du plan climat et énergie. Et bien évidemment, si on met un réseau de chaleur, ça a un impact sur l'urbanisme, bien évidemment. Ça va aussi traiter sur les mobilités. Vous savez sans doute qu'il y a un schéma directeur des infrastructures de transport qu'on appelle maintenant Extramobile, qui a également été pensé. Et donc, bien évidemment, il faut traduire ça dans les plans locaux d'urbanisme, dans le plan local d'urbanisme, et compte de l'ensemble des projets de mobilité que nous portons. Le troisième axe, c'est bien sûr un PLU qui se veut protecteur. Protecteur parce que nous avons ce qu'on appelle des ressources, enfin, ce qu'on appelle les gardiennes de l'eau ou les champs captants, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce vocable, sont des secteurs qui nous fournissent une grande partie de notre eau, entre 35 et 40% de l'eau potable provient de ces espaces. Bien évidemment, il faut les protéger pour que l'eau reste en qualité et en quantité pour nos habitants. C'est également identifier les zones humides de façon à aller dans le sens de la loi. C'est protéger les zones humides, c'est aussi protéger la biodiversité. Bien sûr, essayer de mettre des moyens en place pour que les nappes phréatiques puissent se recharger avec des notions d'infiltration des eaux, de façon à ce que l'eau pluviale puisse aller jusque dans les nappes phréatiques ou faire de la récupération d'eau de pluie, notamment dans le cadre de de la lutte contre les sécheresses. Nous protégeons également les zones agricoles et naturelles. Les gens ne le savent pas toujours, enfin, les habitants ne le savent pas toujours, mais 46% de la surface de la métropole européenne de Lille est classée en zone agricole. Et nous comptons maintenir ces 46%. Et 43% en zone urbaine. Donc vous voyez qu'il y a moins de zones urbaines que de zones agricoles. Et il y a 10% de zones naturelles. Les zones naturelles sont des zones qui sont généralement pas cultivées, mais qui sont des zones boisées, des zones humides, des cours d'eau, des vallées de cours d'eau qui sont classées. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que 56% de notre surface est en zone naturelle ou agricole. Et puis nous protégeons également par le PLU 300 éléments de patrimoine complémentaire, qu'on appelle l'inventaire du patrimoine. Alors ça peut être l'inventaire du patrimoine construit ou naturel. Euh, Nous en classons 300 éléments complémentaires et nous protégeons également 3500 hectares dans la zone urbaine de protection de nature en ville, qui sont des secteurs de protection en plein cœur de la partie urbaine pour garder des espaces verts de proximité, des parcs protégés. C'est ce que nous avons dans notre PLU, dans notre PLU 3. Alors, on va dire, bah, si on a déjà fait tout ça, pourquoi doit-on modifier? Ben, on doit modifier pour deux raisons. D'abord parce que on a une procédure qui est dédiée à Extramobile, vous savez, le schéma directeur des infrastructures de transport, qui est en cours, où une réflexion est en cours sur le territoire. Et donc, bien évidemment, il faut adapter le, euh, euh, le, le tracé de ces transports lourds qui sont prévus au PLU, au PLU 3. Et puis une deuxième, c'est qu'il y a une procédure de modification au PLU 3, tout bêtement parce que personne n'est infaillible et qu'il peut y avoir des erreurs. Et il y a eu des erreurs, bien évidemment, des corrections à faire. Des projets qui ont essayé évolué, parce qu'entre le temps où on a où on a travaillé sur le PLU 3 et aujourd'hui, des projets ont évolué en termes de réflexion, en termes d'aménagement. C'est-à-dire que les, 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 les promoteurs ou les gens qui portent ces projets ont évolué dans leur réflexion et parfois les OAP, les opérations d'aménagement et de programmation, à évoluer, enfin, doivent évoluer aussi pour suivre l'évolution de ce projet et pouvoir les réaliser.
Ces deux procédures sont parallèles, mais les calendriers sont communs à ces deux procédures et doivent aboutir dans les mêmes délais. Alors, quels sont les objectifs? Je le disais à l'instant, les procédures peuvent corriger des erreurs, aller plus loin sur certains sujets, donc tout ça on peut bien le faire, mais elle ne pourra pas modifier un certain nombre de choses. Une procédure de modification ne permet pas, par exemple, de supprimer des protections environnementales. Si un habitant ou une commune nous demande de supprimer un secteur paysager arboré, ce n'est pas possible, ou un EBC, c'est un espace boisé classé, ce n'est pas possible par cette procédure. Cette procédure peut en rajouter, ne peut pas en supprimer. C'est une garantie pour ceux qui qui soutiennent sa protection environnementale que cette procédure ne pourra pas aller supprimer ces protections de l'environnement qui sont prévues dans le PLU 3. Ça ne permet pas non plus de faire des extensions urbaines, c'est-à-dire que si les terrains ne sont pas constructibles dans le PLU 3, ils ne pourront pas être constructibles dans la modification qu'on appelle le PLU 3.1, parce que la modification ne permet pas d'étendre la constructibilité de zones. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre une zone agricole ou naturelle et la rendre constructible avec cette zone. Par contre, évidemment, une zone qui est déjà urbanisée, elle peut être effectivement modifiée par son zonage, parce que le zonage, il y a une erreur, parce que c'est qu'il y a des zonages, des types de zonage, en fonction de l'endroit où on se trouve. Si on est en plein cœur de l'île, le zonage n'est pas le même que si on est bien évidemment dans un village, parce que la constructibilité n'est pas la même, la densité n'est pas la même, et donc il y a des maires qui nous demandent de modifier légèrement ces zonages pour pouvoir construire différemment ou aménager différemment leur commune ou leur quartier. Donc ça, évidemment, c'est faisable. Et puis, bien sûr, les demandes ne peuvent pas être contraires au projet d'aménagement et de développement durable, le fameux projet du PLU 3. Ça ne peut pas être contraire à ça, parce que ce projet, c'est un projet qui a été validé, débattu et acté avec un certain nombre de partenaires. Et donc, bien évidemment, on ne va pas aller contraire, on ne va pas être contraire, ce PLU 3.1 ne peut pas être contraire à ces orientations qui ont été validées dans le PLU 3. Les calendriers. On vous donnera la parole après. On va passer tout le diaporama et on vous donnera la parole après. Le calendrier de la procédure, donc le lancement de la procédure a eu lieu lors du Conseil du 28 juin 2024, c'est-à-dire le jour de l'approbation du PLU 3. Eh bien, on a lancé en même temps cette procédure de modification parce qu'on savait déjà qu'il y avait des évolutions à faire sur un certain nombre d'espaces, les OAP, les opérations d'aménagement et de programmation devaient être modifiées parce qu'entre deux, les maires avaient changé d'avis ou des éléments extérieurs avaient fait que la OAP avait mal été conçue et donc il fallait la modifier, donc on le savait déjà. Et donc cette procédure a été ouverte. Au Conseil du 28 février 2025, nous allons donc passer le bilan de concertation, ce qu'on va vous présenter juste après, et arrêter le contenu de la modification, c'est-à-dire arrêter les demandes, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus modifier ou apporter des demandes complémentaires. C'est ce qui va être mis dans la procédure administrative et qui va permettre à chacun de donner son avis j'allais dire concrètement ou administrativement. Toutes les communes vont être sollicitées, devront donner un avis sur cette modification. L'ensemble des partenaires devront donner un avis également, donc ceux que je vous citais tout à l'heure, l'État, la région, le département, les chambres consulaires d'agriculture, de commerce, l'État belge, la SNCF et plein d'autres donneront leur avis sur ce document, l'État bien évidemment également. Et le grand public aura également un avis à donner dans le cadre d'une enquête publique qui aura lieu on estime, entre juin et juillet, enfin plutôt juin, parce qu'on ne fait pas d'enquête publique bien sûr pendant les vacances, donc plutôt en juin, une enquête publique qui dure en général un mois et pour lequel une commission d'enquête indépendante est chargée de recueillir l'ensemble des avis et de donner un avis et un certain nombre de recommandations, voire de réserves, à ce projet que la BEL prendra en compte, bien évidemment, dans son approbation définitive que nous estimons en octobre 2025. Voilà, en gros, la procédure. Alors, je vais tout de suite donner la parole
à mes deux voisins, Alice Et Camille Richard aussi qui est et, en ligne. voilà, et Camille qui est en ligne, pour vous présenter le bilan de la concertation préalable, faire un point sur les contributions que nous avons reçues, soit par écrit, soit par courrier, soit par le biais du site internet, que nous avons eu, ou soit éventuellement par des communes d'ailleurs, peut-être. On fera une présentation synthétique du contenu de la modification. Et après, bien évidemment, vous aurez la parole pour poser des questions auxquelles nous nous ferons un plaisir de vous répondre. C'est à Pour vous. le bilan de la concertation, c'est Camille C'est Camille. qui est en ligne. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, merci de votre présence en ligne et présence sur présentiel. Donc, je m'excuse pour ma part de ne pas pouvoir être présent sur place ce jour, mais nous nous sommes organisés comme tel. Et merci la visio pour nous permettre ce format hybride. Sur le bilan de la concertation, effectivement, donc une modification qui intervient, vous l'avez dit, dans la foulée d'une révision générale du PLU, donc une modification qui ne fait l'objet aujourd'hui finalement que d'assez peu de contributions qui sont en cours d'analyse. Nous avons à ce jour 33 contributions qui sont en cours d'analyse de la part des habitants. Ces contributions ont été émises majoritairement en ligne sur l'espace registre numérique que vous connaissez vraisemblablement tous. Si vous ne le connaissez pas, je l'ajoute actuellement dans le chat pour que vous puissiez vous y rendre et découvrir finalement l'ensemble des espaces qui sont dédiés d'une part aux règlements et aux modifications de règlements proposés, mais également à l'ensemble des cahiers communaux. Donc pour votre parfaite compréhension de ce qu'est la concertation préalable, elle est un moment, on va dire, spécifique qui permet à chacun de prendre connaissance des objectifs et des points de modification qui, commune par commune ou règlement par règlement, seront proposés au Conseil du mois de février prochain. Ces projets de modification sont évidemment ouverts à chacun et chacun peut contribuer pour pouvoir émettre un avis, une contribution, une proposition ou une contre-proposition, et ce finalement jusqu'au 28 février prochain, jour à laquelle le Conseil de la MEL sera amené à se prononcer sur ces modifications. Vous l'avez dit, M. Vercamer, l'ensemble de ces modifications seront ensuite transmises pour avis à un bon nombre de partenaires publics, mais aussi à tous les conseils municipaux et puis finalement au public dans le cadre d'une enquête publique, ce à l'appui d'un bilan de concertation qui sera donc produit et voté en février, le 28 février, reprenant l'ensemble des contributions de chacun en détaillant lesquelles sont des propositions, on va dire, qui permettent de faire des amendements ou de conforter, infirmer des positions prises par la MEL sur ce projet de modification, et d'autres qui malheureusement ne peuvent pas être retenues, souvent parce qu'elles ne touchent pas directement un point qui est proposé à la modification, et parfois aussi parce qu'il ne s'agit pas toujours de contributions portant sur le PLU. Aujourd'hui, sur les 33 contributions telles qu'elles ont été recueillies, alors on a 26 contributions qui s'affichent à l'écran. Pourquoi 33? Parce qu'un certain nombre ont été émises ce week-end et aujourd'hui, notamment sur les communes de Comines et de Lincel. Celles-ci font l'objet d'une analyse qui sera détaillée dans le cadre de ce bilan et qui indiquera la manière dont la métropole et ses élus auront pu tenir compte de ces contributions dans le projet de modification proposé à l'enquête publique. Pour ce qui est des autres modalités de contribution, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du site internet de la modification, chacun peut également s'inscrire à des créneaux de permanence. Sur le même modèle que les enquêtes publiques, la métropole s'est proposée finalement de proposer des créneaux, des petits temps de réunion qui permettent à chacun, soit par téléphone, visioconférence ou sur place à la MEL, de pouvoir échanger sur un point de la modification particulier. Donc, on a fait ces créneaux-là parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas une affluence immense. On n'est pas dans une grande révision et ça se constate aussi sur le nombre de contributions, mais cela a permis aujourd'hui à 4 à 5 personnes de pouvoir se présenter à la MEL depuis le début de cette concertation et de se voir expliquer un certain nombre de points sur leur projet particulier ou sur des questions qu'ils pouvaient se poser encore ce matin pour des habitants de Beaucampligny, par exemple. Donc n'hésitez pas, il reste encore aujourd'hui un bon nombre de créneaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et ce modèle vous permet d'accéder au bon agent de la MEL qui, sur la question que vous pourrez nous poser en ligne, vous permettra d'avoir une réponse ou des explications, le cas échéant. Vous pouvez évidemment contribuer par courrier là aussi, mais ça ne se fait finalement que de moins en moins. Et ce soir, la réunion publique aura aussi pour objet
pour les uns et pour les autres d'émettre éventuellement des contributions qui seront évidemment reprises par écrit et qui seront reprises dans le bilan de concertation qui sera présenté aux élus le 28 février. Sur ces points, Alice, je pense avoir fait à peu près le tour, sauf à ce qu'il y ait des questions sur ce sujet. Je pense qu'on peut continuer, ouvrir les questions à la fin, comme Monsieur Vercamer le proposait. Merci. On peut passer. Là, ce qu'on vous propose maintenant, on est revenu sur le contexte général de la procédure et sur ses grands objectifs. Donc on a présenté hein, aujourd'hui ce qu'on ressort de la concertation. L'idée aujourd'hui, là, c'était de zoomer sur quel est le contenu de cette modification, puisqu'on en a abordé les grandes lignes. Pour voilà, vous donner, on a décrit l'esprit général pour un peu plus illustrer quels sont les points qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, déjà de se dire, on est sur une modification alors qui a beaucoup de sujets, on est dans l'ordre de l'ajustement, de la correction, mais qui en termes de volume, on a quand même beaucoup de points qu'on va retrouver dans cette modification. On a d'abord des points qu'on qualifie de transversales, c'est-à-dire que c'est des évolutions qui concernent toutes les communes de la Maine. On a dans ce registre-là des corrections de règlement. Vous savez qu'on a un règlement qui s'applique à toutes les communes et on a repéré des coquilles, des questions de cohérence, de lisibilité de la règle. Donc, on a beaucoup de corrections qui sont de ce registre-là et on a aussi des petites évolutions, on en évoquera certaines juste après, du règlement qui, du coup, vont concerner tout le territoire. Donc, ces évolutions-là sont présentées, comme Camille le rappelait, sur le registre de la concertation, dans ce qu'on a appelé le cahier transversal, donc, qui présente les grands éléments de ces 40 sujets. On a ensuite des évolutions territorialisées, ou là, qui vont concerner 1, 2 ou 3 communes quand on est en limite intercommunale. Et là, on a environ 450 sujets qui sont proposés dans cette modification. Donc, ces sujets-là sont présentés dans des cahiers communaux, là encore accessibles sur le registre numérique. Et donc, par commune, sont décrits le contexte, les grands objectifs de chacun des points de modification. Donc, on a, sur ces 450 sujets, ils concernent 77 communes qui font donc l'objet d'évolutions territorialisées. Et donc, on a 18 communes qui ne font pas l'objet d'évolutions localisées, du coup, qui sont uniquement concernées par les évolutions transversales. C'est vraiment ça un point à retenir. Si vous consultez le dossier et que vous voyez qu'il n'y a pas de point territorialisé sur la commune que vous consultez, la commune est quand même concernée par les évolutions transversales. Donc maintenant, on va zoomer par thématique pour un peu illustrer. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas présenter du coup les environ 500 points. Hein. Ça serait un peu fastidieux de revenir là-dessus. L'idée, c'est plus de donner à comprendre, de donner des exemples, des grands types d'évolutions que vous pourrez retrouver dans le dossier de concertation. Et puis derrière, une fois le projet arrêté, au moment de l'enquête publique. Déjà, sur le thème de l'habitat. Donc vous allez avoir à chaque fois, la part thématique, un rappel des axes qui ont été approuvés dans le PLU, en juin 2024 et que M. Vercamer a déjà développé au début de cette réunion. Et ensuite, dans cette modification, qu'est-ce qu'on fait pour concrétiser, mettre en œuvre et poursuivre l'ambition politique qui a été votée, puisqu'on est vraiment dans cette modification, dans une poursuite des objectifs de la révision, et on poursuit cette déclinaison et la mise en œuvre de ce projet. Donc sur le thème de l'habitat, comme on l'a dit, on a un objectif de production de logements, objectif quantitatif et qualitatif pour répondre aux besoins de tous. Donc dans la modification, ce qu'on va par exemple retrouver, dans les cahiers communaux, vous allez voir beaucoup de secteurs qui sont fléchés pour des projets de logement. C'est-à-dire qu'a été mené un travail pour... voilà, on sait qu'on a 62 000 logements à réaliser, c'est un défi pour la métropole. L'idée, ça a été de trouver des secteurs propices qui peuvent accueillir des projets de logement sur le territoire et donc sont mobilisés grâce à la modification des outils du PLU dans ce sens, donc qui vont s'appeler des emplacements réservés logement, pardon, ou alors des orientations d'aménagement et de programmation. Et donc, on décline ces outils sur de nombreuses communes, puisqu'on a par exemple une trentaine d'emplacements réservés logements qui sont déployés dans la modification. Et vous avez ici, alors, 3 exemples. On n'est pas exhaustif, hein, mais c'est si vous souhaitez derrière pouvoir consulter des exemples. 3 communes concernées ici par des créations d'emplacements réservés logements. Donc on est vraiment sur un outil qui permet un endroit de dire, ici, c'est un projet de logement qui va se passer et de cadrer la programmation attendue.
Autre outil qui est mobilisé dans la modification pour appuyer le développement de la production de logements sociaux, puisque c'est un besoin important sur le territoire de la métropole et on est en retard sur la production de logements sociaux par rapport aux besoins, notamment vis-à-vis de la loi Solidarité Renouvellement Urbain. On a 5 créations de servitudes de mixité sociale, ce qui va nous faire à la fin 32 communes qui seront concernées par cet outil dans le plus modifié. Et cet outil permet de dire quoi? Il permet de dire sur une commune, tout projet de logement qui va se réaliser à partir d'un certain seuil, c'est la servitude de mixité sociale qui le définit, donc ça peut être à partir de 8 ou 10 logements, doit réaliser du logement social. Donc c'est un outil voilà, qui était présent dans le plus 2, qu'on a renforcé dans le plus 3 et qui là encore se développe dans la modification. Sur un autre thème, le thème de l'économie, on a évoqué tout à l'heure les axes du projet politique du plus 3 avec le besoin de création de logements sur le territoire, le besoin aussi de cadrer le développement du commerce sur le territoire pour favoriser l'implantation du commerce dans les centralités. Dans la modification, qu'est-ce qu'on fait au service de ces objectifs? On appuie le développement du commerce de proximité. Là, on mobilise l'outil linéaire commercial, c'est-à-dire qu'on a, ici, vous avez des exemples sur 3 communes, qui du coup, c'est un outil qui permet de dire, ici, à cet endroit-là, s'il y a un commerce de présent, il doit rester, et ce commerce ne pourra pas devenir du logement. Donc, on est vraiment, du coup, sur des linéaires dans les centralités communales pour éviter la mutation des pas de porte et le délitement des linéaires dans les centres urbains. Et qu'est-ce qu'on fait aussi sur les sujets développement économique? Un autre sujet, on modifie des règlements pour favoriser l'implantation des activités économiques. Donc là, ici 2 exemples hein, sur LM, sur le site, l'ancien site Castorama ou alors sur la zone d'Illy-Salomé, les règlements évoluent pour permettre l'implantation d'activités, notamment d'activités productives, afin de répondre aux besoins de développement du territoire. Voilà pour le sujet économie. Autre sujet, la nature, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le développement de la nature et la préservation de la nature et de la biodiversité sont vraiment des axes forts du PLU 3 approuvé par les élus en juin. Cette stratégie d'ailleurs est renforcée avec l'adoption récente d'une stratégie nature et eau par la métropole, par les élus métropolitains pour appuyer cette ambition. Et là encore, la modification du PLU vient compléter cette volonté, vient appuyer cette volonté. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, mais dans le PLU, on a de nombreux outils au service de la protection et du développement de la nature. Alors, jargon technique, mais qui vont prendre divers noms, les secteurs paysagers arborés, les secteurs de parcs, les espaces boisés classés. Ce qu'il faut surtout retenir derrière, c'est à chaque fois, on est sur des outils qui encadrent la constructibilité et préservent la nature et les espaces végétalisés. Et donc, dans cette modification, on vient créer une centaine de nouveaux périmètres de ce type sur l'ensemble du territoire pour, voilà, là encore, venir appuyer, déployer cette ambition de préservation. Ce qu'on peut encore ici souligner, là on va plutôt être sur une ambition transversale. On a beaucoup de règles hein, dans le PLU qui disent de préserver et de favoriser les plantations d'arbres. Alors on est vraiment, vous voyez, dans le registre de la clarification. On n'avait pas donné de définition de l'arbre, ce qui peut-être quand les règles ont été écrites semblait aller de soi, mais en fait on se rend compte dans l'instruction, dans les échanges avec les porteurs de projets peut poser des soucis. Donc on pose une définition de l'arbre qui du coup notamment va être le fait un arbre, c'est bien un sujet qui, à maturité, doit atteindre 7 mètres. Donc vraiment pour caper un objectif et bien se donner des ambitions claires quant aux règles du PLU sur le sujet. 4e thème, donc on est à la moitié des thèmes ici. Sur le thème de l'agriculture, on l'a dit encore tout à l'heure, hein, le PLU 3, par ses ambitions de sobriété foncière, de poursuite de la sobriété foncière. Pardon, je fais juste une parenthèse que je n'ai pas faite sur la diapo avant. Les cartes qui sont présentées sont des cartes issues du PLU 3, donc on n'a pas encore les modifications reportées. C'est voilà, juste pour pouvoir illustrer les sujets. Pardon, je ferme la parenthèse. Donc ici, sur le sujet de l'agriculture, on est bien sur une ambition de préservation des terres agricoles. On voit ici sur la cartographie, du coup, en jaune, les zonages agricoles au plus 3
avant modification, qui montre bien, comme le monsieur Vercamer le disait tout à l'heure, hein, les zonages agricoles et naturels, les zonages inconstructibles sont majoritaires à l'échelle du territoire. Dans la modification, on augmente encore ce nombre d'hectares. On a notamment un cas donc à Saint-André, une zone à urbaniser différée, donc, qui était une zone fléchée pour le futur, pour un futur projet de développement, qui retourne en zone agricole. Donc on est sur un secteur qui du coup sera, dont là le PLU va bien affirmer la préservation. Et sur le sujet d'agriculture, on peut aussi mettre en avant, on a un outil dans le PLU qui permet les changements de vocation des anciens bâtiments agricoles, qui s'appelle l'IBAN, puisque si cet outil n'existe pas, un ancien bâtiment agricole ne peut pas muter. C'est le code de l'urbanisme qui le définit. Quand on est en zone agricole, les anciens bâtiments ne peuvent changer de vocation. Et donc, par cet outil, on autorise les changements de destination. Donc, c'est un outil qui était déjà très présent dans le PLU actuel. Et donc, on poursuit son déploiement avec des nouveaux bâtiments identifiés qui, du coup, pourront changer de vocation pour, par exemple, devenir des lieux d'activité, développement de bureaux ou alors de lieux de service, de restauration, d'estaminet ou ce genre de choses. Ensuite, le thème de la mobilité. Alors, ici, M. Vercamer l'a aussi développé tout à l'heure, hein, dans le PLU 3, on a des ambitions de mieux lier l'urbanisme avec les transports en commun, de s'appuyer sur les grands projets d'infrastructure, et notamment les projets extra-mobiles, donc les futures lignes de tramway ou de bus à haut niveau de service de la MEL, le projet du canal Seine-Nord-Europe. Le PLU 3 met aussi en avant le fait de mieux s'appuyer sur et de mieux valoriser les déplacements doux, vélo ou piétons. Et donc, dans la modification, pour appuyer tout ça, on déploie, on identifie en fait des projets pour les mobilités, donc qui peuvent être des projets de voirie, des projets de liaison mode doux pour les piétons ou les cyclistes. Donc à l'aide d'un outil qui s'appelle l'emplacement réservé, mais on a beaucoup de créations d'outils de ce type pour permettre les liaisonnements entre les quartiers, entre les communes et favoriser les mobilités. On peut aussi souligner, là on va être sur une ambition transversale, un sujet transversal. On a une petite mise à jour des règles de stationnement. Là encore, on est de l'ordre de la clarification ou de prise en compte de lois qui sont passées depuis le PLU 3. On a une précision à apporter sur la taille des places de stationnement à créer. Ces tailles n'étaient pas suffisamment claires et donc c'est modifié. Et donc aussi, vous avez peut-être entendu parler de la loi APER, donc qui est une loi qui est passée depuis le PLU 3 sur la programmation énergétique et qui notamment impose la création d'énergie renouvelable sur les parkings, sur l'ensemble des parkings. Et voilà, l'écriture du coup des règles du PLU change pour bien tenir compte de cette loi qui vient de passer. Et on arrive sur les deux derniers thèmes. Le thème donc cadre de vie et patrimoine, où là on est sur des axes là aussi importants dans le PLU approuvé, avec la volonté de préserver tous les types de patrimoine du territoire. On a déjà, grâce aux outils nationaux, des reconnaissances alors, pas grand patrimoine, mais via les monuments historiques, via des réglementations fixées par l'État, beaucoup de protection, mais le PLU entend aller plus loin pour vraiment aussi aller protéger du patrimoine qui peut être plus ordinaire ou plus typique de la métropole. Et on a aussi beaucoup de règles et une ambition de développer un cadre de vie adapté aux attentes de chacun. Donc avec, M. Vercamer le développé, des règlements adaptés au tissu urbain, aux formes urbaines. Donc dans cette modification, là encore, on a un panel d'outils existants dans le PLU qu'on déploie. On préserve de nouveaux éléments de patrimoine métropolitain avec une trentaine d'éléments nouveaux inscrits à l'inventaire du patrimoine architectural urbain et paysager. Et on a de nombreuses modifications des règles de hauteur, d'emprise au sol, d'implantation par rapport aux limites séparatives pour favoriser la meilleure insertion des projets et constructions au sein du tissu urbain existant. Là encore, ici, 3 exemples sur Saint-André, Mons et Roubaix, sans être exhaustif, mais si vous souhaitez derrière pouvoir aller voir des exemples sur ces sujets. Et donc, le dernier point, alors, qui est une thématique sans en être une, qui est plus transversale, pour mettre en avant, donc on a parfois sur des sites, là ce que j'ai pu développer jusque-là, on était souvent sur des sujets très thématiques, protection d'un secteur, un outil pour créer du logement.
On a aussi des sites sur lesquels le PLU met en place des outils pour permettre de cadrer de manière plus large certains secteurs, pour pouvoir à la fois parler préservation de la nature, gestion des risques, développement d'un projet de logement, développement de l'économie. Donc, le secteur qu'on qualifie de secteur de projet urbain. Et donc, dans le PLU, donc, on a l'outil orientation d'aménagement de programmation qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui, sur un secteur, permet de donner des grandes orientations. On a 11 nouvelles orientations d'aménagement et de programmation qui sont créées. Vous avez ici la liste hein, des communes et des secteurs concernés. Donc, on est à chaque fois sur des secteurs, du coup, où, grâce à cet outil, le PLU va pouvoir définir les grandes orientations recherchées en termes de programmation, d'insertion urbaine, de mobilité, raccordement avec les secteurs voisins. Donc sur ces éléments-là, encore une fois, là dans le dossier de concertation, vous avez une présentation des grands objectifs sur les secteurs et ces éléments seront précisés pour le dossier d'enquête publique avec le document et l'orientation d'aménagement de programmation qui est proposé. Et enfin, sur ce sujet-là, et aussi mobilisé dans le PLU, on a des secteurs où on sait qu'il y a un projet à développer, mais le sujet n'est pas encore mûr. On sait par contre qu'il ne faut pas, j'ai envie de dire, pas se rater avec des guillemets. Et du coup, il faut réaliser des études, prendre le temps de la réflexion. Et donc, on a 5 secteurs sur lesquels on a mis ce qu'on appelle des périmètres d'attente de projet. Donc, c'est des secteurs, on en a 5. Vous avez la liste des 5 communes concernées, où on dit, bah, ici, dans le futur, il y a un projet, on prend le temps de la réflexion. Dans les futures évolutions du PLU, on précisera les choses avec des nouveaux outils. Mais du coup, à ce stade-là, voilà à ce stade-là, on pose un outil et on prend le temps de la réflexion pour la suite. Donc voilà, balayer de manière assez rapide les grands axes majeurs, les grands types d'évolution qu'on prévoit dans cette modification. Si encore, l'objectif n'était pas être dans de l'exhaustivité vu le volume de points, mais de pouvoir illustrer. Et puis, voilà, de pouvoir aussi vous inviter à consulter le dossier de concertation si vous souhaitez pouvoir avoir plus de détails sur certains points. Je vous propose de passer au temps d'échange maintenant, puisque c'est une concertation, c'est pas seulement une présentation. Voilà, donc on a mis une règle du jeu, c'est on va essayer d'alterner entre le présentiel et la distance. Il y a 8 personnes qui sont là en présentiel, les autres sont 48 en visio, donc on va alterner. Il y a plus de visio, donc on va voir. Et en visio, on vous demande d'utiliser le chat, parce que si on donne la parole, le problème c'est qu'on risque de déraper en temps. Donc utiliser le chat. Si jamais il y avait besoin de précision complémentaire, on vous donnerait la parole une fois que vous avez mis votre chat, de façon à comprendre la question. Si on ne comprenait pas la question, on vous donnerait la parole. Mais commencez par mettre déjà par chat vos questions. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà posé des questions. Donc je vous propose de démarrer par la visio parce qu'ils sont nombreux. Alors, dans les questions sur le chat, c'est surtout des questions sur Saint-André au final. Sur Saint-André, oui, il y avait un spécialiste de Saint-André. Alors, il y avait une question, pouvez-vous détailler le cas de Saint-André? Je crois que c'était au moment où on parlait de la préservation des terres agricoles, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc, donc c'est une zone à UDM, donc à urbaniser différé, qui est située sur proximité du hameau du Corbeau. Donc on est de l'autre côté de la Rocade Nord, on est au nord de la Rocade Nord, une zone du coup qui était fléchée pour un projet et qui aujourd'hui repasse en zone agricole. Je ne sais pas si ça apporte réponse à votre questionnement, puisque du coup voilà, par le fait de passer en zone agricole, on est là sur l'affirmation du fait que le développement urbain ne va pas au-delà de la Rocade. Et sur la deuxième question, sur le PAPAG à Saint-André, alors, pour être précis, donc là, dans la modification, on étend un PAPAG existant. Et là, la liste qui était présentée était l'inscription de nouveaux PAPAG. Donc, en effet, il y a un changement sur un PAPAG existant à Saint-André qui n'était pas du registre de l'inscription. Mais en effet. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Une question, moi je veux revenir en arrière dans l'historique sur le nombre de logements qui sont toujours potentiellement demandés. Bon, je commence à avoir quelques années, j'en ai fait pas mal d'années. En opérationnel, on n'a jamais, jamais atteint le chiffre et le moins sans faute. Et dans le contexte actuel national, les ambitions des besoins, je la connais, mais l'ambition des résultats vont être très, très, très longs.
qu'est-ce que la MEL peut apporter comme facilitation en cas d'un PLU, ou ouvrir plus facilement une action constructive, par exemple les bailleurs sociaux, compte tenu de la rareté foncière qu'on rencontre, ou des surcoûts fonciers qui ne permettent pas de monter des opérations. Donc, quels sont les outils aujourd'hui, à part les classiques qu'on a entendu, les ERL et les SMS, sont quand même très très limités. Hein. Qu'est-ce que vous apportez? Non, puisque ce PLU doit être en conformité avec le PLH, hein, comme le PDU d'ailleurs. Alors, je vais laisser après les techniciens répondre techniquement sur le sujet, mais d'abord, le PLU a pour ambition, bien évidemment, de mettre en œuvre les espaces nécessaires pour construire les logements qu'on a prévus. Sinon, ce n'est pas la peine de mettre un PADD en mettant, on va mettre 62 000 logements sur 10 ans et pas prévoir. Non, on a prévu. Une grande partie, hein, vous l'avez entendu, est construite sur de la terre déjà constructible. Donc, en renouvellement urbain, mais souvent ce sont des terres déjà constructibles, ce sont des friches ou des espaces qui sont déjà constructibles. Et donc, j'allais dire, sur le potentiel de construction, le PLU le prévoit. Après, on a également de la rénovation urbaine sur les logements vacants. Vous avez vu qu'il y avait quand même 82 000 logements vacants qu'on estime pouvoir rénover. Là, également, ce sont des logements qui existent déjà. Mais évidemment, tout ça dépend beaucoup du financement obtenu pour le faire. Ce n'est pas qu'un problème de PLU, bien évidemment. Il faut qu'on ait des promoteurs ou des bailleurs qui aient les moyens de faire. Et quand c'est logement social, d'avoir des enveloppes financière de droit d'aide à la pierre nécessaire pour le faire. Et quand c'est du privé, il faut-il encore avoir des clients. Et donc, voilà. Et donc, ce n'est pas qu'une question de PLU. N'empêche que nous avons effectivement mis, d'ailleurs, à la demande, en discussion plutôt, et en négociation avec les villes et avec l'État, soit des ERL, donc des emplacements réservés pour le logement, soit des servitudes de mixité sociale sur les communes notamment qui sont en déficit de logements sociaux, hein, carencés ou en déficit de logements sociaux. Donc la plupart, enfin je pense que la totalité des communes, sauf une qui ne nous a pas encore rendu sa copie, mais ont accepté le challenge. Donc voilà, mais après, c'est pas parce qu'on met sur un plan une servitude, un emplacement, un outil, que derrière on a l'opérateur, puisque la MEL n'est pas opérateur elle-même. Elle a certes des participations financières dans des structures comme LMH par exemple, mais ce n'est pas la MEL qui construit les logements. Donc après, c'est tout un enjeu de marché à faire. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup de logements, puisque le nombre de logements, de demandes de logements s'envole ces derniers temps, puisqu'on ne construit pas ces logements, même si on a un petit redémarrage. Après, il faut faire attention sur le PLH, parce que le PLH dont vous parlez n'est quasiment pas dans la durée du PL3, puisque le PLH était 2022-2026, si je me souviens bien, ou 2020 ou 2000, enfin, dans ces eaux-là, alors que le PLU3 démarre maintenant pour 10 ans. Donc en fait, on n'est pas sur la même temporalité. Donc ce qui a été mis dans le PLH a été volontairement des terrains déjà constructibles au PLU2. Et il n'y avait pas de zone nouvelle parce qu'ils ne pouvaient pas préjuger de ce que le PLU3 allait décider. Et donc, il y a eu un certain nombre de zones nouvelles qui ont été définies dans le PLU3 qui vont permettre de développer un PLH4 éventuellement. Mais dans le PLH3, il n'y a pas vraiment de correspondance. Enfin, il y a pas le PLU3 ne donne pas de moyens supplémentaires sur le PLH3 puisque le PLH3 s'appuyait sur le PLU2 pour que ce soit constructible immédiatement. Mais avec une constante en termes de besoins, parce que les chiffres n'ont pas évolué énormément. On était à 6 000, si ma mémoire est bonne, précédemment, et là on a 6 200 à l'année. Et les chiffres certainement mieux que nous, on tourne plutôt aux alentours de 4 000, 4 500 en termes de production. Oui. En production. Oui. Ce qui fait que le différentiel depuis de nombreuses années. C'est pas nouveau, oui. C'est pas nouveau. Donc, moi, je pense d'une petite commune comme Croix, où j'ai eu un petit mandat le mandat précédent, où il fallait sortir 70 à 75 logements par an. Les années où on en a sorti 35, on était content. Mais vous avez raison, hein, on a ça un peu partout, d'autant que on a
on le sait, avec le vieillissement de la population et, je vais dire, la décohabitation naturelle, puisque voilà, avec enfin, les familles monoparentales, etc., il faut plus de logements pour le même nombre d'habitants. On sait bien qu'on a besoin de plus de logements. Et en plus, on a une croissance de la démographie due au solde naturel, mais aussi à l'attractivité du territoire, parce qu'évidemment, on a un certain nombre d'habitants supplémentaires, donc on a d'autant plus besoin de logements. Et aujourd'hui, on ne satisfait pas la demande, ce qui fait que la demande de logements sociaux, mais pas seulement sociaux, je vous rappelle que le logement social, c'est le logement pour les salariés, hein, en priorité, entre autres, mais en priorité. Voilà. Et donc, quand on crée des emplois, il faut des logements. Il faut des logements pour les gens qui viennent travailler. Et voilà, et ça. Voilà. Donc, c'est bien sûr l'enjeu, mais ce n'est pas le PLU qui va régler le problème. C'est l'ouverture foncière qui permet. L'ouverture foncière existe déjà, puisque je vous dis, le PLU prévoit déjà ces zones, donc elles sont constructibles. On n'a pas mis on ne prévoit pas de logement sur des zones à urbaniser différées. On prévoit du logement sur des zones AUC éventuellement, à urbaniser constructibles, mais souvent sur des zones U qui existent, puisque je vous rappelle que 4/5 des logements sont faits sur du renouvellement urbain, donc des zones déjà constructibles, mais qu'il faut traiter parce que parfois polluées, parfois avec un bâtiment à démolir, enfin, etc., etc. Et effectivement, aujourd'hui, les financements, par exemple, de traitement de démolition des friches sont quand même relativement courts et ça ne va pas s'améliorer puisque c'est des financements d'État. D'ailleurs, on parle plus de démolition. Oui, de déconstruction. On parle de déconstruction. Oui. Mais les crédits d'État ont tendance aussi à s'amenuiser compte tenu de la situation. Ça s'amenuise, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le PLU qui va régler ce problème-là. Nous, on va simplement s'assurer que le foncier soit disponible pour faire les logements qu'on a prévus. Quand vous faites votre rapport du foncier, vous êtes à une échelle de combien? Une échelle de 2 par rapport aux besoins? Une échelle de 1 par rapport aux besoins? C'est très technique, je laisse moi. Disponible. Non, quand on regarde entre le foncier, prospection foncière est quand même une spécificité dans le métier du bailleur social ou de la promotion immobilière ou de l'aménageur. Entre des terrains qui sont constructibles au PLU et des terrains qui sont constructibles parce qu'on a un vendeur ou que techniquement ils sont accessibles. Hein. Je pense que Croix-Villeneuve-d'Ascq, qu'on a un superbe terrain qui est là, mais on pourrait faire le musée de la pollution, tellement il y a eu de strates de pollution qui sont là. Et c'est toujours un espace qui est. Dans le foncier qui a été pris en compte pour faire le calcul, hein, comme disait M. Vercamer, on a bien un taux de rétention qui est pris en compte pour se dire que tout le foncier disponible n'est pas forcément mobilisable tout de suite. 1, 2, 3, 4. De mémoire, on a pris un taux de 25% ou 30% de taux de rétention foncière par rapport à la totalité de l'enveloppe disponible. Donc voilà, il y a des paramètres qui ont été pris en compte, le contexte, risque environnemental, etc., a aussi été pris en compte pour se dire que les fonciers qui étaient grévés, concernés par des obligations de préservation environnementale n'ont pas été pris en compte dans l'enveloppe foncière disponible. Donc, on a essayé de travailler ça finement pour avoir une assiette qui. Vous savez qu'il n'est pas politiquement correct d'importer du logement social sur une friche polluée. On va peut-être regarder dans le chat s'il y a eu des demandes. Il y a eu pas mal de questions. Allez-y. Oui. Alors, déjà, deux questions, mais sur lesquelles nos collègues en ligne ont pu répondre. Mais pour repartager des questions sur alors l'accessibilité du dossier en ligne et notamment est-ce qu'on avait bien des cahiers, des documents par commune qui présentaient les évolutions. Donc, on a bien ces cahiers communaux qui sont disponibles sur le registre. On avait. Pardon? Oui. Allez-y. Ou les ordinateurs, par exemple, sous escale, il est marqué, on choisit une escale, il est marqué notification pour être informé des mises à jour du dossier. Veuillez cliquer sur le bouton notification situé en bas de la page communale du registre. Je n'ai pas trouvé. Alors, on pourra regarder parce que juste peut-être et c'est peut-être ce qui explique, c'est que le cahier de concertation, on l'a pas dit, a été mis à jour. Donc le registre a été ouvert de mémoire début novembre ou mi-novembre. On a mis à jour en fonction de l'évolution des points et des éléments les cahiers au fur et à mesure. Et le cahier de Wascal a été mis en ligne la semaine dernière, mardi dernier. Donc le cahier de mais on pourra regarder tout à l'heure. J'avais toujours pas d'accès au bouton notification. Non, on pourra regarder après, mais il est bien en ligne en tout cas.
Si, c'est juste que là, dans l'extraction qu'on a présentée tout à l'heure, voilà, pour être transparent, on a préparé le support vendredi, donc les contributions de ce week-end ne sont pas là, mais non, elles seront bien traitées dans le bilan de concertation. Et donc, autre question en ligne, on avait quelqu'un qui parlait de l'accessibilité du PLU en lui-même sur le site internet, avec le fait, et ça on le partage, hein, quand on fait une recherche Google, c'est pas la dernière version du PLU qui apparaît en première, ça on en est bien conscient, et c'est le fait que en fait, c'est la récurrence des recherches Google qui fait remonter les pages Internet. Et donc, comme le plus 2 a beaucoup été consulté, pour l'instant, c'est toujours lui qui remonte. Donc, il faut cliquer beaucoup sur le plus 3 si on veut qu'il remonte tous collectivement. Sur le site du PLU, c'est bien le plus 3 quand vous cliquez pour consulter le PLU en vigueur, c'est bien le plus 3. Oui, c'est pas celui qui est en vigueur. Voilà, auquel vous accéderez. Ensuite, alors des questions, donc là c'était plutôt la forme. On a une question sur peut-on demander à réduire la taille d'un emplacement réservé? Donc je ne sais pas si ça, enfin je pense que oui, ça concerne un sujet en particulier. Là, je vous invite à vous exprimer dans le cadre de la concertation préalable pour vous exprimer sur le sujet, puisque oui, la réduction d'un emplacement réservé fait bien partie du registre de la modification. Là, il faut voir si ça concerne. Là, peut-être une précision, c'est que les contributions seront bien entendu analysées si elles concernent un des sujets proposés à la modification. On n'est pas ici dans le cadre d'une révision où tous les sujets sont réouverts, mais en tout cas, vous pouvez toujours faire part de votre contribution et elle sera regardée dans le bilan. À faire en ligne, ça voulait dire. Oui, à faire en ligne, mais pardon, sur le registre numérique. Nika, Alice, typiquement, on a un sujet de ce type à Allen-les-Marais où effectivement un emplacement réservé est créé et on a déjà des contributions qui demandent à revoir son périmètre. Effectivement. Ensuite, on a une question donc, concernant les projets en cours. Il y a des modifications apportées aux parcelles, notamment concernant promesse de fleurs après MEC. La carte en ligne du PLU est obsolète. Un entrepôt logistique est construit sur une parcelle agricole et les sols ont été artificialisés. Alors, sur cette question-là, déjà, peut-être préciser. Donc, du coup, dans la modification, on n'a pas d'évolution sur ces secteurs. Mais peut-être ce que je décèle là dans la question qui peut-être fait référence au fonds cadastral qu'on a sur les plans du PLU. Peut-être pour dire que sur les... C'est vrai que c'est des remarques qui reviennent aussi souvent, on voit en enquête publique, en concertation. Donc les limites de parcelles ainsi que les bâtis qu'on voit sur les plans viennent des dernières données cadastrales à jour qu'on avait au moment de l'édition des plans. Donc il y a très souvent des décalages le temps que les bâtiments soient intégrés dans les données du cadastre. Donc je pense que c'est ce sujet que peut-être que la personne visait. Ensuite, on a une question instruction. Je vais regarder mon collègue du bout de la table. Quelqu'un qui se posait une question sur... alors, je la lis, mais la question de fond, en fait, au final, quelle règle s'applique à quel moment? Puisque là, on était sur une question. Bonsoir, est-il possible d'avoir déposé un permis de construire au 31 décembre 2024 sur une parcelle qui était non constructible sur l'ancien PLU, alors que finalement, le PLU n'est pas complètement validé? Pour information, la parcelle est maintenant constructible. Je pense qu'on est sur la question de quelles règles s'appliquent à quel... En fait, ce que prévoit le Code de l'urbanisme, c'est au jour de la délivrance qu'on regarde quelle est la loi ou quel est le règlement qui est applicable. Ce n'est pas au jour du dépôt, mais c'est au jour où le maire délivre le permis. Alors, je n'ai pas la chronologie exacte des faits pour reprendre les termes appropriés, mais s'il a déposé à un moment et que le terrain n'était pas constructible et qu'au moment où le maire délivre le permis, le terrain est devenu constructible, le permis peut être délivré. S'il y a des questions dans la salle, peut-être pour... Oui, sur un autre sujet, sur le cahier qui concerne ma commune, Ponchin, du coup, il y a une modification apportée sur le site du Golfe, le jardin du Roi. En fait, j'aimerais avoir une précision, parce que du coup, il y a un secteur qui est, je crois, pas urbanisé mixte, qui maintenant change de destination et devient éventuellement du commerce, tout ça. Et ma question, c'est sur la parcelle qui est identifiée, je crois, arborée ouvert, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le terme, mais si cette parcelle va être modifiée,
ou si celle-là, ou si parce que c'est pas clair en fait dans le cahier de la commune, si la modification prend tout le secteur, y compris celui du coin qui est arboré ouvert, je ne sais plus exactement le terme, ou alors si c'est uniquement sur celui qui était mixte qui devient voilà, commerce. Mixte. Alors, je vais vous répondre. Des termes, si jamais. Oui, qui a une OAP, qui a une orientation d'aménagement de programmation. La photo aussi, non, mais je vois bien quel secteur. Alors, là-dessus, alors, bon, désolée déjà si l'explication n'est pas claire, et c'est vrai que là, avec le dossier d'enquête publique qui sera complété des avant-après, ça facilitera les choses. Ici, on est surtout, comme le cahier le précise, on est sur un secteur sur lequel on a une étude qui est en cours. Et l'idée aujourd'hui, c'est que l'OAP flèche déjà les vocations des secteurs. Donc l'idée, c'était là de retourner vers une écriture qui ouvrait plus le champ des possibles, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'espace vert végétalisé à l'endroit dit. En tout cas, l'idée était de se dire, on rouvre le champ des possibles, on prend le temps de l'étude pour mieux définir les choses et les vocations des secteurs. Vous disiez tout à l'heure en introduction qu'une modification de PLU ne peut pas transformer un terrain non constructible en terrain constructible. En l'occurrence, sur cette parcelle, si c'est bien comme je le comprends dans le cahier de ma commune, en fait, ça modifierait quand même une partie de cet emplacement de non constructible à constructible. Donc, je ne sais pas si du coup, je peux avoir réponse à cette question, si c'est vraiment comme ça que je le comprends. J'imagine que c'est un peu technique et du coup, mais si c'est vraiment comme ça, l'entièreté du secteur qui devient constructible, ou alors si on préserve cette parcelle qui a été identifiée végétalisée ouverte, est-ce qu'elle va le rester? Alors, sur ce qu'on... C'est une zone agricole. Et moi, j'ai un souvenir de conseil municipal. Vous parlez du même site, là? Du même site, la même ville où je suis élue. J'ai l'impression que sur ce site-là, on avait une orientation du pas on n'était pas du même avis que la mairie. La ville n'était pas du même avis que la mairie. Sauf que là, effectivement, les citoyens nous a aussi à la pendant, regarde, il y a quelque chose qui change. Donc, voilà, on va participer, on prendra peut-être rendez-vous pour avoir plus d'explications, mieux comprendre. Si vous souhaitez, oui, je pense plutôt que la déborder, mais juste pour se redire tout à l'heure, quand on disait pas de change, on parlait bien de pas de... La zone est déjà constructible. La zone est constructible, donc là il n'y a pas de changement. Tout à l'heure on parlait bien d'un zonage agricole par exemple qui bascule en zone urbaine, donc là c'est un changement interne à l'OAP, et là encore, mais je pense que c'est aussi une fois l'OAP consultable réécrite, parce que les ambitions notamment d'espaces végétalisés se retrouveront dans le côté écrit. Là l'idée était de plus de figer le schéma, mais peut-être voilà, de pouvoir poursuivre l'échange. C'est que à l'époque, la stratégie de la commune était de ne pas avoir de logement sur cette parcelle-là, puisque c'est en dehors du cœur de Ronchin. On est du côté de Leuzen et de Villeneuve d'Ascq, et on a quelques habitants. Il y a des gens apparemment qui veulent entrer là, non? Non, je pense pas. Non, c'est pas pour la cause. Pardon, excusez-moi. Un rendez-vous pour... Oui, pour des questions aussi spécifiques et pour qu'on prenne le temps de vous expliquer que on est dans un processus. En gros, on est à la première étape du processus qui est la concertation. Et ensuite, on aura quelque chose de plus fini qui sera donc proposé donc justement à votre regard et qui permettra donc dans le cadre de l'enquête publique de vous présenter quelque chose de plus fini et de recueillir encore une fois vos observations pour pouvoir ajuster les choses. Donc les limites que l'on fixait par rapport à la procédure. Donc avec une modification, tu peux faire ci, mais tu ne peux pas faire ça. Avec une modification, tu ne peux pas bouleverser, on va dire, le cadre juridique donc de l'utilisation du sol. Ça veut dire que tu ne peux pas transformer une terre agricole en une terre urbaine. Mais une terre qui est urbaine, tu peux lui donner une nouvelle fonction urbaine. Une terre qui est naturelle, tu ne peux pas la transformer en une terre qui devient, on va dire, artificielle. Donc, c'est ça la limite qui est fixée par le Code de l'urbain. Ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la loi qui
qui le pose. Donc, dans cette première, pour plus de précision, s'il y a des préoccupations particulières sur Ronchin, parce qu'on connaît évidemment, on va dire, la sensibilité sur ce site, on peut se voir pour expliquer ce qui peut se faire, pourrait se faire, et pour vous donner l'occasion de vous exprimer, puisque c'est à ça que sert la procédure. Et vous rassurer ou vous inquiéter, puisque nous, on n'a pas à vous rassurer ni à vous inquiéter, on a à vous présenter les choses, mais à vous éclairer. Mais en même temps, quand vous dites que il y a des choses qui changent, oui, c'est le principe même de la modification. On va pas se mentir, la modification, c'est pour modifier, sinon on se demanderait pourquoi on fait. Mais encore une fois, comme disait le monsieur qui était là, qui est un ancien élu de Croix, il faut qu'on règle, on va dire, une tension. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont exprimés, les besoins du territoire, qu'on doit satisfaire, donc ceux qui attendent des logements en demande, et en même temps, on a juste à préserver donc le cadre de vie, les terres agricoles, les zones qui sont soumises à des risques. Et l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Et donc, on peut transformer des terrains constructibles en des terrains qui sont constructibles, tout en préservant qu'il y a une frange qui est plantée, qui est arborée, qui ne doit pas être construite. Tout ça, c'est évidemment, on va dire, le travail qu'on doit mener et qui sera précisé. Donc là, on est dans une première étape de la procédure, mais on est à votre écoute. On continue en visio. Oui, on avait une question sur la densité. Est-ce que la densité est au programme du plus 3.1? Comment éviter les densités anachroniques comme les 5000 logements, dont 3000 nouveaux prévus le long de la Deûle, concentrant la majorité des besoins de la couronne nord-ouest? C'est pas qui... Qu'est-ce qui répond? Camille ou... Le cas échéant. Alors, sur le sujet du bord de Deûle, justement, on est sur un secteur qui est tout à fait spécifique et qui n'est pas directement impacté par le PLU en tant que tel, parce qu'on est dans un secteur de projet qui effectivement fait l'objet de bon nombre de concertations. Hein. Dans le chat, on a parlé notamment du secteur du cœur de ville de Marquette, qui est effectivement un secteur qui fait aujourd'hui qui a fait l'objet d'une concertation. On peut parler aussi des abords de la Deûle avec le secteur dit de Solvay, près des Moulins de Paris, là-bas à Saint-André. Effectivement, on est dans des programmations mixtes à grande dominante logement qui s'inscrivent sur le temps long et qui ont été engagées déjà depuis la fin de l'entreprise Rhodia, qui à l'époque avait ses usines à cet endroit-là. Donc on est dans un très grand projet de renouvellement urbain qui effectivement concentre, vous l'avez indiqué, plusieurs milliers de projets de construction de logement, mais qui ne se fait pas, on va dire, d'un seul tenant. C'est une programmation qui est extrêmement phasée dans le temps, hein, qui s'engage sur une période assez longue et qui en fait est accompagnée aussi par des nouvelles infrastructures de transport qui seront notamment le futur tramway qui reliera la partie Vendrechy jusqu'à la partie Haut-Bourdin dans l'avenir. Hein. On est à un horizon 10-15 ans et ce programme de logement qui a débuté, hein, avec les grands moulins de Paris d'un côté, le quai 22 de l'autre, vont être progressivement accompagnés d'autres opérations qui vont aller jusqu'au nouveau au logement qui devrait arriver du côté de l'ancienne entreprise Kaby de Saint-André. Donc la ville de Saint-André a effectivement connu et connaîtra une forte densification en logement qui répond à des objectifs en logement qui effectivement a été inscrits sur la zone de Nord et qui en fait ont la particularité d'être un grand programme de renouvellement urbain depuis que l'entreprise Rhodia, qui jusqu'alors était sur cette zone, a pris fin. Et donc on est sur un programme de logement qui finalement s'inscrit sur une vingtaine d'années et qui se concentre non pas sur une commune, mais sur quatre communes, voire plus, tout le long du canal de la Deûle. Peut-être également quelques éléments en complément, je me permets, pour dire aussi que ce projet de bord de Deûle, c'est un projet qui est, comme l'a dit Camille, qui s'étend sur le temps long. Aujourd'hui, c'est essentiellement les projets de logement qui sont sortis, mais il est prévu aussi d'importants espaces publics. Il y a un parc de 17 hectares qui va être aménagé par la métropole sur le site. Puisqu'aujourd'hui, voilà, le fait, dans son approche de la densité, parce que la densité, elle est là aussi pour répondre aux besoins en logement qu'on évoquait tout à l'heure, mais cette approche de la densité, elle se fait avec le souci aussi d'apporter en même temps de la qualité de vie, c'est-à-dire des commerces, des équipements publics et des espaces de respiration. Et donc le futur parc de la Deûle, il a vocation justement à venir aussi rapporter
des espaces de respiration. Ça me permet de faire le lien aussi avec il y a une question, j'ai vu, qui est posée sur les hauteurs. Bah, les hauteurs, c'est une façon aussi de monter un petit peu pour libérer davantage d'espace au sol pour aménager ces espaces de respiration, de rencontre, de détente et autres. Donc, voilà, il faut regarder effectivement le projet d'ensemble. Là, on a effectivement aujourd'hui plutôt les projets de logement qui sont sortis, mais à terme, il est bien prévu aussi des espaces publics généreux et appelé aussi à contrebalancer les logements. L'idée, c'est pas simplement de faire de la densité, mais c'est de développer de la ville et donc d'y apporter des services pour les habitants actuels et futurs. Y a-t-il une demande d'intervention dans la salle? Oui, allez-y. Oui, justement, un peu sur le même sujet de la densité. Enfin, je sais que dans le PLU précédent, il y avait eu des gros débats justement sur les tracés des lignes de transport en commun, justement, contre un peu, de certaines communes, contre augmenter un peu la densité, notamment les hauteurs des bâtiments au droit des tracés de tramway. Donc là, je me demandais si justement, par rapport aux nouveaux mêmes lignes extramobiles, en fait, on allait en profiter justement pour que le tramway soit un petit peu valorisé, qu'on puisse remettre enfin, cette question en fait en débat pour pouvoir un peu faire plus de densité au droit des stations, des nouvelles stations, et voire même aussi sur les existantes. Et puis aussi la même chose pour le règlement sur les nombres de places de stationnement minimales, si voilà, on n'allait pas être obligé non plus de créer encore du stationnement voiture et qu'on pourrait faire aussi des logements un peu différemment, avec par exemple des logements orientés sur le vélo, comme on voit maintenant, avec très peu de place de stationnement voiture, et puis plutôt des logements avec des vélos, enfin des stationnements vélos bien aménagés, bien conçus, avec éventuellement justement pour les voitures plutôt de l'autopartage, en fait quelques places d'autopartage au pied par exemple de l'immeuble, enfin ce type de développement-là, est-ce que ça va être prévu dans la nouvelle voilà. Alors, sur le long du tram, sur le PLU 3, il est prévu un corridor, en gros de 500 mètres de part et d'autre de la ligne, des lignes, parce qu'il n'y a pas qu'une ligne, hein, il y a deux lignes de tram plus deux lignes de bus à haut niveau de service, un corridor qui donne un coefficient de densité de 0,7, c'est-à-dire en gros 700 mètres carrés de plancher pour 1000 mètres carrés de terrain. La hauteur, elle dépend de la base. Si vous construisez les 700 mètres carrés au sol, vous n'êtes pas obligé de monter en hauteur. Mais c'est le minimum, c'est un coefficient minimal prévu dans le PLU 3. Dans le PLU 3.1, enfin celui qu'on est en train de faire, on est en train d'aménager cette règle en fonction des secteurs dans lesquels on passe. Il y a une étude qui est en train d'être menée par un cabinet qui s'appelle Interland, qui est en train de travailler et qui a défini, alors on est en train de le faire sur la première ligne, parce que les autres lignes ne sont pas encore vraiment à l'étude. La première ligne, c'est celle qui est dans le versant nord-est de la métropole lilloise, et donc qui est en train de regarder les différents secteurs dans lesquels la ligne passe, parce qu'évidemment, la densité ne peut pas être la même quand vous êtes en plein cœur de Roubaix, que lorsque vous êtes plus dans la campagne, ou lorsque vous êtes dans un secteur plus industriel, ou lorsque vous êtes à côté d'un espace avec un patrimoine remarquable, donc, ou un parc, un secteur parc, bien évidemment. Donc c'est en train de travailler ça pour pouvoir aménager des OAP, donc des opérations d'aménagement et de programmation, qui viennent prendre en compte l'environnement dans lequel s'inscrit ce tram. Et il y a donc 12 secteurs qui ont été définis en fonction du secteur dans lequel, qui vont être traduits dans le périmètre. Sur votre problème de stationnement, c'est un autre sujet. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas le même problème de stationnement quand vous êtes en plein cœur de Roubaix ou lorsque vous êtes dans le bout de ligne. C'est-à-dire que vous êtes dans des secteurs qui sont plus ruraux, parce que, évidemment, on n'a pas un maillage de transport aussi important que lorsque vous êtes à Roubaix, à Lille ou à Tourcoing, ou dans le cœur de la métropole, là où il y a déjà le tram, le métro, les bus, etc., qui passent, le train même parfois. Voilà. Et donc, la situation est un peu différente en fonction de l'endroit. Mais tout ça, c'est effectivement en cours de réflexion. Je ne pense pas que dans ce PLU 3.1, on ait déjà tous les éléments. Le
le tram a quand même un certain nombre d'études à être menées pour arriver à son terme. Je pense que d'ici là, il y aura d'autres procédures de modification qui auront eu lieu pour éventuellement continuer à aménager ces OAP et ces dispositifs, enfin, ces corridors, de façon à essayer d'adapter le mieux possible aux besoins du territoire. Alors, juste dans le chat, je rebondis sur ce que vous venez de dire, quelqu'un qui redemande le nom de la société qui travaille sur la sectorisation. Donc, c'est le cabinet Interland qu'on évoquait, qui travaille aujourd'hui, qui nous accompagne sur ce sujet-là. Et dans le chat, alors on avait 2 autres questions qui étaient là très précises sur des règles. Donc, quelqu'un qui s'interrogeait, alors sans citer le cas de la commune, mais sur là, une question d'instruction. Est-ce que quelqu'un peut abattre des arbres? Quelqu'un qui habite derrière chez lui peut abattre ou pas un arbre? Je peux répondre. On demande au spécialiste. S'il a une hache, oui. S'il a une tronçonneuse aussi. Enfin, souvent dans le PLU, les arbres sont évidemment protégés. Et en l'occurrence, le principe, c'est que tu abats pas un arbre pour l'abattre. Alors, tu peux l'abattre parce il présente un risque pour la sécurité, parce qu'il est malade, parce qu'il risque de tomber, ou alors parce qu'en l'occurrence, tu as un projet et que le projet de construction nécessite l'abattage d'arbres. Et dans ce cas-là, en gros, ce que prévoit déjà le PLU, c'est si tu coupes un arbre, bien souvent, selon les secteurs, tu dois en remplacer. Donc, ça peut aller de 1 jusqu'à 3 arbres. Et quand on dit un arbre, c'est ce que disait Alice tout à l'heure, c'était une définition de l'arbre pour qu'en gros, on ait un arbre qui ait toutes les chances, on va dire, de survivre au fait que tu l'as planté là, quoi. Mais au bout de combien de temps, c'est pas précisé? À maturité. Pourquoi? À maturité. Dans ce cas-là, oui. À maturité, ça peut 30 ans, ça peut plus. En même temps, si tu plantes un arbre qui est trop mature, il a de chances de ne pas s'adapter. Donc, il faut trouver le bon moment. On sait qu'il y a une préoccupation toute particulière donc, sur ces éléments qui, il y a 20 ans, ne préoccupaient pas grand monde. Et plus on fait de révision, plus on fait d'adaptation du PLU, plus on sent que cette sensibilité sur la protection de ces éléments du patrimoine végétal, en gros, est une réalité. Et on identifie, donc il y a la commune de Tourcoing qui nous avait demandé d'identifier chaque arbre et de prévenir, oui, ce qui était un peu compliqué, et de prévenir un périmètre autour dans lequel, en gros, on préserverait, on va dire, le développement de l'arbre. Mais oui, on n'abat pas un arbre, c'est une infraction d'abattre un arbre si, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de le faire. Non, ce sont des dispositions qui sont dans le PLU, déjà. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un autre support. Alors, il faut savoir que dans le PLU, même si tu n'es pas soumis à une autorisation, tu dois respecter les règles du PLU. Et que ça constitue une infraction que de ne pas respecter les règles du PLU. À partir du moment où le PLU dit tu ne dois pas abattre un arbre si tu n'as pas de raison, tu ne peux pas abattre un arbre si tu n'as pas de raison. Et ensuite, on a 2 dernières questions là qui étaient dans le chat. Alors, quelqu'un qui pose une question sur le commerce. Est-ce que les surfaces prévues pour le commerce de proximité tiendront compte des surfaces déjà occupées et ou disponibles par des commerces dans un périmètre défini? Alors, je ne sais pas si la question faisait écho à l'outil linéaire commercial qu'on présentait tout à l'heure. Juste pour repréciser les choses et en espérant que c'était bien le sens de la question. Elle a dit oui. Ah, ok. Donc le linéaire commercial, en effet, en fait, il est inscrit sur un linéaire, un bout de rue, hein, comme son nom l'indique. Et donc du coup, sur ce linéaire, dès qu'on a un local, une construction à vocation de commerce, elle ne peut pas changer de destination. Donc ça tient bien compte des commerces existants, et les commerces existants doivent donc rester commerces. Je sais pas si ça répond bien à la question telle qu'elle était posée. Est-ce que ça répond à la question, Madame Carole? Elle est partie. C'est nous, alors. Non. Non, bon, bah, tant pis. On va lui donner la parole, alors. Peut-être si vous pouvez préciser. Allez-y, posez votre question par oral, alors. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend.
Oui, bonsoir, monsieur le vice-président, bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation et la réunion. Non, c'est sur un projet quand il y a déjà beaucoup de commerces, hein, je vais être très claire, j'habite Lambersart, donc on va tenir compte de l'avenue de Dunkerque qui, par définition, est une avenue très commerçante. Quand il y a un projet d'immeuble, est-ce qu'on tient compte des locaux qui existent, puisque on fait état régulièrement de mètres carrés, de dizaines, de centaines de mètres carrés qui sont libres à droite et à gauche. Et dans un quartier, est-ce que sur un projet d'immeuble, sur le rez-de-chaussée, on va diminuer justement le linéaire prévu parce qu'il existe déjà des commerces à protéger de qualité dans l'environnement de ce quartier, s'il vous plaît. On va vous répondre que non, dans la mesure où le linéaire commercial, c'est un dispositif qui existe dans le code de l'urbain et dans notre PLU pour préserver les zones commerciales. Donc, si on prend l'avenue de Dunkerque, c'est pour renforcer sa fonction de zone de commerce, de rez-de-chaussée. Et ce dispositif, si on le mobilise dans le PLU, c'est pour faire ce qu'on vient de dire et pas pour faire l'inverse. Donc, sauf à considérer que ce n'est pas une bonne idée, donc on réduirait le linéaire en disant ben, on l'arrête à cette rue-là ou on l'arrête à ce carrefour-là. Mais si on l'instaure sur la rue, c'est justement parce qu'on veut donner une fonction commerciale à la rue. Mais c'est pour une construction qui aurait lieu à l'arrière de cette rue. Ah, si c'est à l'arrière, c'est pas... Si c'est à l'arrière, c'est pas sur le linéaire. Donc si on tire un trait sur le linéaire et c'est sur l'adressage sur la rue qui est concerné. Si le terrain et le projet est en retrait et donc n'est pas au contact de la rue, bien évidemment, le linéaire ne s'y applique pas. D'accord. Il s'agit aussi le PLU protège les commerces existants et quand on sait le nombre de mètres carrés libres qui existent déjà dans toutes les régions et dans toutes les métropoles, c'est vrai que ça peut poser souci de remettre des commerces en région ou des espaces prévus pour des commerces, mais qui ne seront peut-être jamais occupés. Alors qu'on pourrait peut-être mettre par exemple, du logement en rez-de-chaussée qui ne serait pas dépendant d'ascenseurs qui pourraient tomber en panne pour des gens porteurs de certains handicaps, qui serait du coup un logement en rez-de-chaussée plus facile pour eux. Non, encore une fois, on a très très peu de linéaires commerciaux sur le territoire. Je suis sûr que si on fait le cumul des linéaires commerciaux sur tous les territoires, on doit pas être à 20 km, quoi. Oui, non, puis c'est un outil, là, c'est vrai qu'on a ciblé sur les évolutions de la modification, mais au-delà de l'outil, les règlements des zonages prévoient aussi des plafonnements de mètres carrés de commerce, justement pour essayer de réguler les choses, favoriser les créations dans les centres urbains et les centralités pour les renforcer. Donc c'est une combinaison de règles du PLU pour favoriser le renforcement des centralités. Mais si le linéaire n'est pas pertinent, donc ça se critique bien évidemment. Alors sur l'avenue de Dunkerque, je suis pas sûr que la critique tienne parce que je crois que c'est quand même historiquement une avenue qui a une fonction commerciale forte et c'est d'ailleurs une des caractéristiques, on va dire, des caractéristiques de cette rue sur la métropole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on continue dans le public. En fait, moi, je suis de la commune de La Salle. Je suis là pour l'histoire des gens de voyage. Un terrain qui est compliqué, un choix de terrain sur un terrain qui n'est pas adapté, qui sont en train de changer plein de choses pour que ça soit adapté. C'est vrai que moi, je pense qu'on personne dans cette pièce. Moi, j'habite d'ici avec, je vais avoir 8 caravanes le long de mon nez. Si c'est quelque chose qui me touche directement, c'est sûr. Sur un terrain qui a plein de défauts. Bon, ils sont en train de proposer des changements même de zone pour pouvoir les mettre là. Et dès le début, c'est vrai que Madame le maire cache derrière le maire et on ne sait pas qui décide, mais ils ont prévu le choix. Mais il y avait d'autres choses proposées. Il y avait je sais que c'est un sujet très chaud partout, mais en étant directement concerné, j'ai le droit d'être là. Sur les gens du voyage,
en fait, on a un plan métropolitain de ce qu'on appelle d'aires d'accueil. Alors, ce n'est pas forcément des aires d'accueil parce que de temps en temps, c'est du logement adapté, mais qui a été discuté. C'est un plan qui a été discuté comme pourrait l'être le PLH tout à l'heure, on en parlait, ou le plan climat et énergie. Et nous, le plus, on ne fait que traduire ce plan dans le PLU. C'est-à-dire qu'on prend le plan qui a été négocié, qui a fait l'objet de concertation et de discussions avec les mairies, avec les habitants. Enfin, il y a peut-être même eu des enquêtes publiques, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais enfin, voilà. En tout cas, il y a eu un certain nombre de discussions. Et nous, on vient prendre ce plan et on vient le traduire dans le PLU. Alors, je sais bien que celui qui se trouve à côté, souvent, est très mécontent. Je ne vais pas en discuter, c'est évident. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui est à côté d'une aire d'accueil ou des logements adaptés où les gens sautent de joie. C'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et il faut savoir que la loi oblige les communes à avoir une aire d'accueil lorsqu'elle a une certaine taille. Donc ça, c'est négocié d'abord à l'échelle départementale, puis à l'échelle métropolitaine. Et nous, dans le PLU, nous ne faisons que traduire ce qui a été négocié dans le PLU. Donc voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne sais pas pourquoi ce terrain-là a été choisi. On m'a dit, c'est celui-là, je le mets. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on nous dit que c'est le maire qui décide, c'est pas vous qui décidez. Bah, c'est une discussion entre la MEL et la ville, bien évidemment. Sachant que de toute façon, si la ville ne proposait rien, la MEL est dans l'obligation de le proposer. Et si elle ne le fait pas, c'est le préfet qui décide à la place. Parce que c'est et vu avec le plan urbanisme, en fait, il y a des défauts sur ce terrain. En fait, c'est une zone inondée, il y a plein de choses qui c'est possible. Pas. Et en fait, ils sont toujours en train d'obstiner sur ce terrain. On regardera, parce que là, je ne peux pas vous répondre plus sur le sujet. Mais qui nous écoute, en fait? En fait, c'est ce manque de respect vers nous, en fait. Bon, tu veux créer quelque chose, tu parles à quelqu'un. Moi, je suis anglaise d'origine, c'est vrai, je suis française depuis 30 ans, mais avec l'accent. Mais il y a un manque de respect vers nous, en fait. Il n'y a pas une personne qui est venue nous parler. On est directement. Moi, je vois votre caravane. Vous êtes votre caravane, monsieur. J'entends ce que vous dites, mais normalement, il y a dû y avoir de la concertation, parce que je pense qu'elle est obligatoire. Ça n'existe pas. Là, je suis ça, je ne peux pas dire. Moi, personnellement, dans ma commune, il y a eu de la concertation. Je peux vous le dire, parce que j'en ai pris pas mal dans la figure. Donc voilà, les gens sont effectivement assez mécontents quand on leur dit qu'il va y avoir une zone à cet endroit-là, surtout que moi, il y a beaucoup d'habitants à côté. Voilà. Voilà, mais après, ce sont des choix. Donc, c'est moi en tant que maire, qui ai choisi, qui ai proposé à la MEL. Il y a eu de la concertation, il y a des gens qui étaient. Voilà. Mais c'est un stécal à Lincel. Je ne sais pas. Non, c'est un stécal. Non, ça bouge pas. C'est problématique. À Vervic, je comprends, madame, mais est-ce que dans le PLU, vous ne pouvez pas, parce que je pense que vous, en tant qu'élu ou en tant qu'administratif, vous êtes toujours confronté à des difficultés face à des aires d'accueil. Nous, à Monchamp, on a eu aussi des habitats adaptés, peut-être un peu de bruit. Et est-ce qu'on ne peut pas rassurer les personnes qui habitent à côté en contraignant un peu, en obligeant à des aménagements paysagers? Justement, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est là où je voulais en venir. En fait, le terrain dont parle madame, en l'occurrence, effectivement, dans un terrain en zone agricole, en zone naturelle. Et donc, le code de l'urbain permet qu'on aménage des aires d'accueil sur des terrains qui sont en zone agricole et en zone naturelle. Par contre, ce que le code de l'urbain prévoit, et c'est ce que vous évoquez, c'est qu'il y ait des aménagements qui soient réalisés pour que l'intégration de cette aire d'accueil, en gros, soit facilitée et qu'elle soit acceptable. Et donc, souvent, ce qu'on fait en réalité, parce que là, vous voyez juste un emplacement réservé au PLU, mais ensuite, c'est pas un stécal? C'est sûr, c'est pas. Celui de Vervic, oui, pas Lincel. Pas Lincel? C'est à Vervic. Okay. Pourquoi j'avais en tête qu'en fait que à Vervic, c'est celui de Vervic, mais à Lincel, c'était pas un stécal. On est en quoi alors là? On est en zonage UEP, monsieur. On est en UEP? Oui, nous sommes à côté des bâtiments techniques municipaux. Ah oui, c'est En fait, c'est pas une zone qui est prévue pour ça. C'est une zone pour les équipements publics de la commune. Exactement. Et une communauté. Ok, je confondais avec l'aire de Vervic. On a besoin de garder cet espace.
Non, mais de toute façon, alors, encore une fois, comme disait M. Vercamer, c'est toujours difficile d'implanter, en l'occurrence, des aires d'accueil. L'acceptation, on va dire, ou l'acceptabilité est compliquée à obtenir. Mais en tout cas, quand on les réalise et quand elles sont réalisées et qu'elles ne sont pas sauvages, les dernières qu'on fait, on fait des efforts, puisque c'est nous qui en sommes responsables, des efforts d'intégration avec un traitement paysager, une butte, des plantations, enfin. J'ai déjà demandé à notre maire si ça existe, qu'il y a ce type de camp ou de sédentarisation à côté de les haies des gens. En fait, moi, je les vois dans les endroits, j'ai jamais vu le long de la haie de quelqu'un. J'ai jamais vu une implantation comme ça. Mais pour l'instant, elle n'est pas implantée. Elle n'est pas. Oui, non, elle n'est pas, mais les projets nous proposent. C'est notre inquiétude, bien sûr. On reverra sur les conditions, justement, d'atterrissage du projet quand. Bien sûr, on a plein de choses contre le projet, toujours. Vous savez, sur les gens du voyage, c'est rare qu'on ait une pétition pour. C'est plutôt une pétition contre. C'est souvent le cas. Voilà, donc on le sait. Malheureusement, la loi est la loi et il faut bien l'appliquer. Voilà, après, l'emplacement a été défini avec la mairie et la MEL. Enfin, voilà, Non, mais qu'on ne soit pas venu vous voir, vous, je veux bien vous croire, mais on a été voir, nous, la MEL, ça a été fait avec le maire. Ça n'a pas été fait, on n'a pas décidé d'ici où on va mettre l'emplacement sans demander au maire. Ça j'en suis sûr. Je viens de terminer la négociation, parce que là, c'est moi qui l'ai fait. Parce que là, c'était sur 3 communes, et donc ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est moi qui ai fait la discussion. On a fait avec les 3 maires, et ils se sont mis d'accord. Moi, je n'ai simplement demandé qu'ils se mettent d'accord sur le terrain. Et après, on a mis le terrain qu'ils nous ont proposé, on l'a mis dans le PLU, parce qu'il fallait que j'ai une obligation, moi, par le préfet, de mettre les terrains. Parce que normalement, on devait le mettre dans le plus 3, et il va rester 2 terrains encore qui n'ont pas été mis. Donc ces 2 terrains doivent être mis dans le plus 3.1. Dans la modification, c'est obligatoire, le préfet me le demande. Voilà, donc j'ai des négociations pour le faire. Voilà, et on a le même débat avec une autre commune sur lequel on a effectivement un espace à. Alors lui, c'est plus de l'habitat adapté, donc c'est un peu plus facile. Mais voilà. Nous, à Ronchamp, on doit avoir un projet. Enfin, moi, le mandat précédent, j'étais adjointe au logement, donc on doit avoir de l'habitat partagé. Adapté, pardon. Pour les personnes, pour une partie des familles qui sont sur l'aire de voyage Hélène Ronchamp. A priori, c'est toujours d'après on va dire la mairie, la MEL visait un terrain le long de la trame verte qui est à la main de la MEL, pétition, tout ça, et donc a priori, le maire de Ronchamp nous a informé que ce ne serait plus ce terrain-là, mais qu'il y avait une botte magique qui aurait un autre emplacement. Donc, voulez-vous cet emplacement sur le plus 3 ? Je ne peux pas vous dire parce que ça vient, je vous dis, le plan métropolitain. Moi, je ne fais que le traduire. Le collectif des femmes de Ronchamp et Hélène, enfin, voilà, ça fait plus de 20 ans qu'ils attendent. Ils sont dans des conditions sanitaires quand même déplorables. L'ARS ne veut pas missionner de médecins pour faire des études épidémiologiques, mais n'empêche que quand on a des nourrissons qui, à 15 jours, se retrouvent à Saint-Vincent avec des problèmes pulmonaires graves, des adultes qui ressemblent à la gueule du ciment, il y a un moment, enfin voilà, alors bien sûr, moi c'est toujours ce que je dis en conseil municipal, ces gens-là, on les considère moins. Ils sont dans des zones voilà, entre une concasserie et puis une cimenterie, le long pas loin de l'autoroute et du TGV. Et on s'en fiche un peu parce que peut-être qu'ils ne viennent pas trop souvent voter et qu'ils ne manifestent pas régulièrement devant les mairies, même s'ils viennent quand même régulièrement, au moins une fois par an, à la MEL. Et je sais qu'ils sont reçus. Mais voilà, il y a des. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un lieu pour vienne à beaucoup de gens. Et effectivement, les élus, ils se doivent aussi aller toquer à la porte des gens. Je pense que des gens qui sont des lieux où il va y avoir une implantation.
parce que sinon c'est facile, derrière les réseaux sociaux, tout le monde voilà, veut faire des pétitions. Et il y a un respect des deux côtés, à la fois auprès des gens du voyage qui sont sédentarisés depuis plus de 20 ans, parce qu'ils étaient déjà, en tout cas pour ceux de Ronchin-Hélène, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sur ce que nous on appelle la goutte d'eau. Il y a un moment, il faut les intégrer, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sédentarisés. Donc, bon, je vous propose de ne pas faire le débat sur là, parce qu'on est sur le PLU et pas sur les gens du voyage. Hein, Renaud. Je ne fais que traduire et vous voulez lire. Parce qu'on a encore 3 questions en visio, là. Alors, on avait une question sur existe-t-il des règles de classement et de déclassement à l'inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager dans le PLU? Et est-ce que ces règles évoluent là dans la modification? Il y a des règles de classement, oui. Il faut évidemment que le patrimoine soit reconnu comme patrimonial et d'intérêt, j'allais dire, métropolitain. Voilà. Et donc, il y a une commission qui existe, dans laquelle il y a l'AMEL, il y a la direction, la DRAC, qui est représentée, il y a des observateurs extérieurs, tels les SAUE ou l'agence de l'urbanisme, il y a la chambre d'agriculture, il y a sûrement encore d'autres qui sont là, et donc les projets passent, et donc il y a un vote pour le classement de ce patrimoine. Le patrimoine, je vous rappelle, peut être du bâti, peut être du patrimoine agricole ou naturel. Hein. Ça peut être aussi une rangée d'arbres qu'on peut classer, pas seulement un bâtiment. Et donc, cette commission se réunit généralement avant l'arrêt du PLU. Quelquefois, quand il y a des modifications, on demande, il y a peut-être il peut y avoir une deuxième réunion, hein, parce que quelquefois, il y a beaucoup de demandes. Elle ne classe pas tout, elle classe que ce qui paraît être d'intérêt patrimonial. La DRAC est assez rigoureuse en la matière. Et voilà. Alors pour le déclassement, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, bien évidemment, si on classe un patrimoine, c'est qu'il y a un intérêt particulier de classer le patrimoine. Le déclassement, il peut être, la raison peut être, par exemple, le danger public. Voilà, il y a un problème de danger public et donc il faut déconstruire, parce qu'on ne dit plus démolir maintenant, donc il faut déconstruire le bâtiment, ou il faut l'aménager, ou une partie qui doit être amputée. Voilà, et donc forcément, il faut déclasser à ce moment-là, mais c'est bien sûr avoir des règles, enfin, il faut avoir des raisons assez strictes et assez claires pour le faire. C'est assez rare, ça arrive, mais c'est assez rare. Voilà. Donc, une question par rapport à ça, justement. Si moi, en tant que citoyen, je fais une contribution qui propose un bâtiment classement à l'inventaire du patrimoine, comment ça se passe? Est-ce que la commune doit valider obligatoirement ou est-ce que en fait, c'est d'abord la commission dont vous parlez là, qui statue avant l'écriture du PLU? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il peut y avoir une action, est-ce qu'il peut y avoir une demande citoyenne en dehors d'une demande politique de la commune, alors que obligatoirement, ça doit être il faut que ça passe par la commune forcément, parce que c'est une demande de PLU, donc c'est un accord ville-MEL, donc la commune nous fait la demande de classement, parce que vous imaginez, s'il y a 1 200 000 personnes qui nous demandent de classer, on ne saura pas faire ça. Suite. Mais il peut y avoir des intérêts particuliers sur un projet, par exemple, où la commune n'a pas envie. Sauf si Sébastien, parce que celui qui parlait tout à l'heure, Sébastien, est le responsable de tout l'urbanisme et de la planification. Je suis le président de la commission et lui, c'est mon... De façon générale, hein, même au-delà de cette procédure de classement à l'inventaire du patrimoine. Donc, de façon générale, quand il y a une modification du PLU, il faut que le conseil municipal délibère là-dessus. Donc, nous, généralement, sauf s'il y a une demande qui est urgente, on demande, avant d'engager la procédure, que le conseil municipal ait délibéré, histoire qu'on s'assure qu'il y a un fondement, une demande, une attente, on va dire, de la commune, pour ne pas mener 1 an et demi de procédure, pour qu'au final, la commune nous dise « Mais pourquoi tu as fait ça? Je t'ai rien demandé. » Pour faire court. Sauf quand on porte un objet qui est, on va dire, un objet métropolitain, où là, on arrive et on dit, on porte ça, donc on engage une modification. Ensuite, on demande à la commune de dire oui ou non. Mais généralement, donc ça, c'est notre doctrine, on n'engage rien si, en l'occurrence, le conseil municipal ne nous l'a pas demandé. Souvent, même quand le maire nous le demande,
on lui dit fais délibérer ton conseil municipal, parce que par expérience, on a déjà fait des procédures à la demande du maire, et quand on retourne devant le conseil municipal désavoue le maire en disant nous, on ne veut pas de ça, et donc on aura travaillé pendant 1 an et demi pour rien. Donc le principe, c'est ça. Donc un citoyen demanderait quelque chose, si on estime que c'est justifié, on lui dira va voir ton maire, explique-lui que c'est bien de faire ce que tu demandes, et le maire délibérerait son conseil municipal, et ensuite nous on fera. Parce que ça coûte cher quand même les procédures. Ouais, non, mais du coup, je trouve que l'enquête publique, cette concertation et tout ça, bon, c'est bien, c'est de la démocratie participative, mais en fait, en soi, le pouvoir, il est donné au pouvoir représentatif à la fin. Et donc, peut-être un complément sur ces questions de demande de classement d'éléments aux inventaires du patrimoine. Donc, en fait, bon, il y a un dossier à déposer, donc il faut effectivement, pour qu'on puisse nourrir, nous, l'avis de la commission, il y a des choses à préparer. Par contre, il n'est pas rare, effectivement, que les communes relaient des demandes de particuliers, dès lors qu'elles ont estimé qu'il y avait un intérêt public à classer ça. Donc en fait, là, il n'y a pas de lien direct qui se fait entre les particuliers, on va dire, et puis la MEL, mais par contre, c'est par l'intermédiaire de la commune que ça se fait. Et on a quand même pas mal de demandes de classement qui arrivent par ce biais-là, donc c'est pas une difficulté. En réalité, sur les demandes, presque 90%, l'origine, c'est quelqu'un qui a estimé que c'était une bonne idée, mais il a pris le relais, on va dire, du conseil municipal et du maire. Là, j'ai un exemple, c'est le conseil municipal veut abattre un bâtiment, construire une médiathèque. Moi, je considère que ça fait partie du patrimoine architectural de Rochin. Du coup, c'est les anciennes écuries du château que représente maintenant l'hôtel de ville. Je vais aller voir monsieur le maire, il va me dire ah non, vous êtes gentil, mais c'est non. Et donc, du coup, j'ai aucun. Enfin, je peux pas. C'est tout, j'apprends que même pas, je veux faire une pétition, ça sert à rien, c'est le pouvoir représentatif qui donne tout. Oui, Là, et donc, la valeur auprès du maire, après, s'il y a suffisamment d'habitants. Mais c'est une vraie question de fond. Non, c'est une question de PLU, c'est-à-dire qu'en fait, au final, je viens en réunion, il est très bien, je vous en remercie, mais c'est vrai qu'à la fin, il y a très peu de pouvoir de modification ou de proposition. C'est vrai, mais c'est le principe de la démocratie. Le maire a été élu, enfin, le conseil municipal a été élu, parce que c'est même pas le maire qui a été élu, ce conseil municipal a été élu, il est souverain en la matière, c'est le droit, hein, c'est le code des communes. Donc, et c'est lui qui se positionne et qui détermine. On a eu des cas qui ont fait la une de la presse, hein, à Roubaix, avec la ville qui voulait démolir un secteur, et il y a eu des manifestations pendant un moment contre, avec même des voies de fait et compagnie. Voilà, mais après, il y a des projets. Et voilà, le conseil municipal a été élu sur un projet qu'il veut défendre, etc. Enfin, ça fait partie de la démocratie. C'est pas chacun a un peu de son pouvoir, mais la démocratie, c'est d'abord une élection au suffrage universel de gens qui sont élus à la majorité. Voilà, et c'est comme ça, même si on n'est pas d'accord. Et même si nous, on n'est pas d'accord avec le maire, il est élu. Voilà, c'est comme ça. Oui, du coup, l'enquête publique, la concertation, elle est censée donner l'autre versant de la démocratie, qui est la démocratie représentative. C'est parce que ce que j'entends de votre réponse, c'est que c'est bien, les citoyens, à la fin, on va taper sur l'épaule, ils ont été gentils, mais c'est ton maire qui a été élu. Non, il y a beaucoup de projets qui sont abandonnés alors qu'ils ont été initiés ou modifiés. Parce que justement, en gros, les citoyens se sont manifestés, se sont mobilisés, et qu'en l'occurrence, le truc, il n'a pas tenu, et que le maire, au bout d'un moment, il a même reculé. Il y a quelqu'un qui parlait qui était de Lambersart. C'était vous toutes. Qui c'est qui était de Lambersart tout à l'heure? C'était une question. C'était une question dans le chat. À Lambersart, par exemple, il y avait un gros projet sur le mandat précédent qui, en l'occurrence, n'a pas abouti parce que les gens se sont mobilisés et qu'ils ont dit non, on ne veut pas de ça. Ou il est modifié, quelquefois il est réduit, ou il change. Voilà. Après, l'important, c'est qu'il y ait une réflexion commune et qu'il y ait un accord en commun. Parce que souvent, les gens restent sur leur position en disant moi je veux pas, moi je veux, etc. Voilà. Et on peut aussi imaginer que les gens soient intelligents et travaillent ensemble ou réfléchissent ensemble et essayer de trouver quelque chose qui réponde à la fois aux besoins, parce que
le maire, quand il fait quelque chose, c'est pas parce que c'est lui tombé du ciel, c'est parce qu'il y a un besoin, parce qu'il estime qu'il y a un besoin sur la commune. Puis celui qui est contre, il estime que ça défigure, etc. Ben, peut-être qu'on peut trouver un accord pour essayer à la fois de satisfaire le besoin et à la fois respecter le cadre de vie. Voilà, ça c'est tout l'enjeu. Et ça aussi, à ça que ça sert, la concertation. C'est normalement à ça que ça sert. On a une dernière question sur le chat, alors qui concerne, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit qu'on avait 2 procédures en cours, la modification qui était l'objet là et une procédure dédiée sur l'accompagnement de la future ligne de tramway. C'est plutôt une question liée à la procédure sur le tramway. Je vous lis la question. Lundi 20 janvier dernier, lors de la réunion publique à M, vous avez évoqué des enquêtes mobilité datant de 2016 et de nouvelles à venir en cours avec des enseignements pour fin 2025. Ne serait-il pas intéressant et raisonnable d'attendre la publication de ces enseignements pour finaliser la révision du plus 3, compte tenu du montant très important des investissements programmés par la MEL en matière de mobilité pour les prochaines années et de leur impact en matière de développement pour les décennies à venir? C'est 2 sujets différents, parce qu'il y a le projet du PLU qui vient mettre en œuvre ou qui vient prévoir ou satisfaire le PLU pour accueillir ces aménagements. Et puis il y a le projet d'aménagement. Le problème, c'est que souvent, à la réunion publique de la semaine dernière à M, les gens étaient obnubilés par l'insertion de la ligne dans la rue. Mais ce n'est pas l'objet du PLU. L'objet du PLU, c'est de prévoir les orientations générales qui vont, j'allais dire, naître ou être utiles pour cette implantation. On en parlait tout à l'heure. Lorsqu'il y a un point d'échange entre un transport lourd tel que le tram ou le métro et puis du transport doux ou une autre ligne de bus, etc., on sait que c'est un point où il y a du flux de personnes. Est-ce qu'il faut, par exemple, y prévoir du commerce? Est-ce qu'il faut y prévoir du service? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? C'est ça l'enjeu de l'aménagement. Je comprends que les gens ils veulent savoir s'il va y avoir encore du stationnement devant chez eux, mais c'est pas à l'échelle du PLU, ça, c'est à l'échelle de l'aménagement de la rue. Est-ce qu'il faut prévoir ou pas? Et c'est une discussion à avoir avec les riverains, avec l'opérateur qui est en train d'utiliser son axe et de regarder pour essayer le mieux possible satisfaire les riverains tout en faisant passer son axe. Mais c'est pas à l'échelle malheureusement du PLU. Le PLU est plus j'allais dire, des orientations générales plus que le point particulier de l'aménagement de la rue. Et si je peux me permettre, j'étais la dernière fois, la question, je pense un peu la deviner, c'est les gens ont dit, par exemple, beaucoup qui voulaient aller plutôt à Villeneuve d'Ascq qu'aller à Roubaix, voilà, donc je pense que la personne veut dire, si la nouvelle enquête montrait que, par exemple, les gens allaient maintenant plus à Villeneuve d'Ascq que Lille, est-ce que du coup, ça ne remettrait pas en cause le tramway et l'intérêt du... voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi faire une modification sur un... J'entends ce discours permanent de M, et on va pas faire cette réunion uniquement autour de M. Non, mais d'aller vers Villeneuve d'Ascq, moi aussi, je voudrais bien aller vers Villeneuve d'Ascq, mais est-ce que c'est utile d'aller mettre un tramway pour desservir relativement peu de personnes? Parce qu'en fait, si on ne passe pas par la rue Jules Guesde de M, parce qu'en fait, c'est ça le fondement. C'est-à-dire, on va aller Villeneuve d'Ascq, comme ça, on ne passe pas par la rue Jules Guesde. Mais si on ne passe pas par la rue Jules Guesde, on ne dessert personne. Parce qu'en fait, le terminus, là où va aller le tram qui va aller vers Villeneuve d'Ascq, il dessert un quartier qui est juste à côté de la campagne. Donc, en fait, il y a 2000 personnes qui habitent. Donc, on ne fait pas un tram de 2000 personnes pour 2000 personnes qui habitent, qui va traverser 5 km de zone naturelle pour aller vers Villeneuve d'Ascq, parce qu'en fait, vous allez desservir très peu de monde, et donc vous n'aurez personne ou très peu de monde dans le tram. Donc voilà, c'est ça la question. Donc, pour avoir du monde, il faudrait de toute façon passer par la rue Jules Guesde, parce que ça va drainer tous les gens, des 50 000 personnes qui habitent autour de M. Mais si c'est pour prendre uniquement les gens qui sont à la campagne, c'est pas la peine. Enfin, on ne met pas un tram. C'est ça qu'il y a derrière. Tout ce débat, c'est ça. Et que les gens pensent que si on dit on va à Villeneuve d'Ascq, ça passera pas par la rue Jules Guesde. C'est pire. Parce que si on veut qu'il y ait du monde pour aller vers Villeneuve d'Ascq, il faudra encore plus passer par la rue Jules Guesde et peut-être
encore plus dans la ville pour accueillir du monde dans le tram. Voilà. Oui, moi je ne me suis peut-être pas exprimé, parce que là, la personne a cité M, mais elle est par exemple aussi sur le cas de Roubaix, où on a la ligne qui passe très très près de la ligne de métro en parallèle. L'enquête qui date de 10 ans pourrait montrer maintenant qu'il y a, par exemple, un intérêt beaucoup plus grand à passer peut-être, par exemple, un peu plus à l'est, boulevard de Metz, là, vraiment en plein cul de four, qui sont plutôt enclavés maintenant. Et ça peut être partout dans la métropole. Je vous entends, mais le tracé a été arrêté, non pas par le PLU, mais par une délibération qui est passée à la MEL en 2022, après, je crois, 7 ans de concertation, ou 5 ans de concertation, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est plusieurs mandats de réflexion. Donc si chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit il faudrait passer par ailleurs, on doit recommencer 5 ans de discussion, on ne va jamais la faire. Vous voyez, donc le problème, il est là, c'est que les gens arrivent en disant je ne comprends pas pourquoi ça passe par là. Parce qu'il y a eu 5 ans de discussion pour y arriver et 5 ans de concertation. Il y a eu, je ne sais pas combien de dizaines de réunions de concertation, des ateliers qui ont eu lieu. Moi-même, j'ai été des ateliers, mais les gens ne se mobilisent pas à ce moment-là. Et après, ils disent comment ça se fait qu'on passe par là? Oui, parce qu'à l'époque, les gens qui étaient là ont dit qu'il faut passer par là, tout bêtement. Et la concertation, elle n'était pas moins légitime à ce moment-là qu'aujourd'hui. Et donc, à cette époque-là, il y a ça qui est sorti de la concertation. Le bilan de la concertation a donné ce tracé-là. La délibération de la MEL a décidé que ça passe par là, compte tenu du bilan de la concertation, exactement comme pour le PLU. Et donc, maintenant, on est en train de la mettre en œuvre. Alors, si chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ce serait bien de passer par ailleurs, on remet tout en cause, on ne fera jamais rien. Malheureusement, c'est un peu le problème de la France. Alors, allez-y. Il y a une dizaine d'années, la MEL avait mis à disposition un plan avec les DIVAT, en gros, il y a les transports en commun. On regarde où sont là les implantations et puis 500 mètres autour pour justement densifier. Est-ce qu'il y a cette carte qui est actualisée par la MEL et est-ce qu'elle est en ligne sur le site? C'est très pratico-pratique. Si vous n'avez pas la réponse, alors ce qui est sûr, c'est que les disques, les DIVAT, donc autour des stations, là, ont été redéfinis dans le plan de mobilité qui a été le nouveau, donc c'est l'ancien plan de déplacement urbain qui maintenant s'appelle plan de mobilité, qui a été approuvé par la MEL en 2023, de mémoire, fin 2023. Donc la carte est actualisée, on voit les cercles. Alors je ne sais pas quelle est la précision de la carte sur le périmètre de 500 mètres. En tout cas, nous, dans le PLU, on a repris les disques de 500 mètres autour des transports. Donc, on a une qualification des niveaux de performance des transports en commun, très performants, etc. dans le PDM. Nous, dans le PLU, on a repris les périmètres de 500 mètres autour des arrêts de transport très performants. Donc, ceux-là, vous les retrouvez sur les plans de zonage, les cartes de destination générale du PLU, sous la dénomination... PVALT. Secteur de très bonne desserte et de densité minimale. Ça, c'est sur le plan de stationnement. Sur la carte de destination générale des sols. Mais le principe est toujours le même. Mais oui, le principe est le même. Le principe des DIVAT, il a toujours été maintenu et il est encore une fois là même plus renforcé avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur justement la densité le long des lignes de tram, avec en l'occurrence ce que disait M. Vercamer, une obligation de densité à 0,7. Mais le principe que vous évoquez sur le DIVAT, c'est un principe, on va dire, qui est structurant pour l'aménagement à la main. Et c'est très bonne desserte, c'est tram, bus, métro, station Vélib aussi? Non, on est vraiment transport en commun. Dans le plan de mobilité, c'est transport en commun, donc oui, tram, bus, TER. Et bus à haut niveau de service, hein, donc c'est pas un bus toutes les 2 heures, il est très performant. Mais pour répondre à monsieur tout à l'heure, sur les transports doux, il y a un principe, c'est qu'on multiplie par exemple les Véliles là où il y a déjà du transport en commun lourd, parce que ça permet aux gens d'aller en vélo au transport en commun qui a été créé. C'est pour ça qu'à certains endroits, les gens disent pourquoi il n'y a pas de Vélile dans ma ville? Parce qu'il n'y a pas de transport lourd. Et donc le problème, c'est que les gens utilisent assez peu le vélo pour aller au transport en commun, puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Et donc, du coup, c'est assez peu utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une concomitance entre les transports doux et les lignes de transport lourd qui sont créées. On répond un peu en retard par rapport à votre question tout à l'heure, mais ça aussi, c'est un des enjeux de la réflexion sur le plan de mobilité.
plan de mobilité qui est un des éléments constitutifs du PLU aussi. On n'a plus d'autres questions dans le chat. J'ai juste une dernière question. Dans ma commune, typiquement dans le cahier, il y a un bâtiment qui est inscrit IPAP, qui a été proposé pour être inscrit en IPAP par la commune, pour le coup. À ma connaissance, un grand terrain jouxtant cette parcelle a été acheté par un promoteur pour faire de la construction. Mais du coup, si permis de construire passe maintenant, en fait, ça ne sert à rien de passer l'IPAP, c'est ça. Enfin, ce sera plus contraignant. Comment ça se passe? Est-ce que c'est suspensif du coup? Est-ce que quand à rétro, on met un bâtiment jouxtant un terrain en IPAP, est-ce que ce sera contraignant pour la construction ou c'est trop tard? Mais il a déposé son permis? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la date justement de la délivrance du permis qu'il faut se demander quelle est la règle qui est applicable. Si à la date de la délivrance, alors donc, après qu'il est déposé, après que c'est été instruit, si le PLU entre en vigueur et qu'il protège le bâtiment est protégé. Mais s'il fait tout avant et que le permis est délivré, donc effectivement, là, vous retombez dans le scénario que vous redoutez. Le maire peut trouver que la couleur du bâtiment ou la hauteur va pas. Non. Pour attendre que ça soit voté. Le maire peut faire ça? Moi, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il y a encore des questions là? Non, c'est tout. Il y a une réaction à votre intervention. Le parement du bâtiment ne provient pas. En tout cas, mais si le bâtiment est de bonne facture, a priori, le promoteur peut le garder. C'est plutôt le terrain qui l'intéresse et il valorise aussi l'immeuble qui existe. Il ne va pas nécessairement le démolir. Non, c'est pas pour le démolir, mais je pense que, d'ailleurs, je pense que le bâtiment qui proposait d'être inscrit n'est pas sur le terrain qui a été acheté. Mais j'imagine que l'IPAP quand même donne des contraintes pour les constructions à côté. Alors, quand l'IPAP donne des contraintes, il définit le périmètre des contraintes. Généralement, on a une belle maison bourgeoise et son parc. Quand c'est comme ça, on protège la maison bourgeoise et le parc. Une ferme. S'il y a une ferme et qu'autour, il y a des prés qui sont sympas et que tout ça, ça renvoie à quelque chose, on protège la ferme et le pré. Donc, on le rappelle, donc, c'est la première étape donc, de la participation du public. Donc, vous serez amené donc, à travers la procédure, à, encore une fois, avoir les précisions que vous souhaitez voir sur certains projets et pouvoir réagir. Je sais que, madame, on m'a dit donc, par mail que vous avez rendez-vous avec les équipes pour évoquer votre projet. Donc, on demandera à ce que nos collègues des gens du voyage soient là pour qu'on vous explique le déroulé et les précautions qui pourraient être prises et essayer de rattraper le déficit, on va dire, d'informations que vous avez dû subir. Je crois que vous avez rendez-vous cette semaine? Le 11. OK. Donc, on sera amené à se revoir. Très bien, mais écoutez, il n'y a a priori plus de questions. Ah, pour essayer, oui, pour voir si pour Wascal, là, ça ne marchait pas. D'accord, bien sûr. Merci de votre participation. Merci pour les présents et merci pour les distanciels. Merci à tous. Non, pas de souci. La semaine dernière.